Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec Laurent, comme toujours. Salut Stan, Comment tu te portes, Laurent? Ça va? ça va, ça va. Bah pareil. donc, tout va bien. Alors ce soir avec Laurent, on a souhaité compléter la vidéo Lutte des classes et libido, donc la dernière vidéo qu'on a postée sur la chaîne Praxis et Psyché, par plusieurs passages, toujours à travers la littérature russe et française. Alors, il y aura du Balzac, du Dostoïevski, Aragon, Drieux-La Rochelle, mais on souhaite ce soir tenter de répondre à une interrogation essentielle, à savoir sur quels critères se fait le jugement esthétique dans la relation amoureuse. Je recommence. Sur quels critères se fait le jugement esthétique dans la relation amoureuse? Ce qui va nous amener, comme on va le voir, à aborder le thème du laidron dans la littérature chez les grands auteurs. Exactement. Mais c'est bien parce que tu poses bien le sujet. Mais soyons humbles, hein, on va essayer de répondre à cette question. Tout à fait, On bien va sûr. amener des éléments et après on va essayer de voir si on peut essayer de conclure à quelque chose ou pas. Et bon, et je vais, pour introduire du coup ce que tu viens de dire et pour continuer ton introduction, on va repartir de Rousseau, donc je répète quand même, parce que c'est bien, tu as bien répété la question, Oui, très important. question essentielle pour ce Sur- soir. C'est le sujet du soir. voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Quand même, on va repartir sur la phrase de Rousseau qui disait donc je préférerais toujours la moins jolie ayant plus de tout cela. Et après, et bien sûr, ce tout cela se décompose de la manière suivante. Un teint mieux conservé, de plus belles mains, une parure plus gracieuse, un air de délicatesse et de propreté sur toute la personne, plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer, une robe plus fine et mieux faite, une chaussure plus mignonne, des rubans, de la dentelle, des cheveux mieux ajustés. Donc là, on voit quand même que les attributs là qu'il est en train de décrire euh, sont des attributs qu'offre un rang social assez élevé. Voilà, que tout le monde ne peut pas. Mais voilà, donc je reviens sur Dont tout cette le monde ne peut phrase pas quand être même voilà. Ouais. qui est assez, qui est un aveu. Il dit je préférerais toujours la moins jolie ayant plus de tout cela. Ouais. Donc voilà, on revient à cette histoire que la libido est peut-être traversée par la lutte des classes. Voilà. Et c'est bien une phrase qu'on avait lue la dernière fois. Voilà, c'est ça dans la vidéo Voilà. précédente. Donc c'est vraiment la continuité c'est la continuité. de la vidéo Et de la donc dernière fois. voilà, on a pris le choix du coup de se dire, bah, c'est peut-être. Donc quand il dit la moins jolie, on dit bah, peut-être quelqu'un qui est. Se pose la question de la laideur. Est-ce que quelqu'un peut être laid, entre guillemets, et quand même, est-ce qu'elle peut nous attirer quand même, malgré tout? Exactement, tout à fait. Voilà, Moi, je pense que mais c'est là, ça, moi je trouve ça intéressant. on a bien posé le sujet Voilà, donc, en introduction. voilà, c'est ça. Donc le laidron. Le laidron. Le fameux laidron qu'on dit avec beaucoup. Que ce mot qu'on va utiliser et que va utiliser beaucoup de romanciers pour dénigrer, voilà, voilà, qui va être utilisé par le romancier à travers certains personnages pour dénigrer certaines jeunes filles ou on va voir certains jeunes hommes. Aussi, ouais. Et on va voir que c'est pas si simple que ça. Voilà, le laidron, au final, il peut quand même avoir comment dire, il peut être tout aussi attirant, beaucoup plus attirant qu'on ne le croit. Voilà. Exactement. Donc voilà. Et Donc, c'est aussi bien les femmes que les hommes. voilà, et C'est ça touche clair aussi bien les femmes que les hommes. Tout à fait. Écoute Laurent, pour débuter cette vidéo intitulée Le laidron dans la littérature, je te propose de commencer par 3 passages de Balzac et particulièrement 3 passages de splendeur et misère des courtisanes. Alors, juste avant d'entamer ce premier passage, est-ce que Laurent, tu peux quand même introduire assez rapidement le contexte et surtout nous dire qui est Lucien de Rubempré? Alors, Lucien est un jeune poète qui habite Angoulême. Donc, en fait, on a principalement 2 romans qui met en scène ce personnage, donc de Balzac, hein, dans la Comédie humaine. C'est Illusion perdue et Splendeur et misère des courtisanes. Et donc, dans Illusion perdue, on voit que Lucien vit à Angoulême. Et donc, c'est un jeune poète, prometteur. Et il caresse l'espoir, l'ambition d'aller à Paris et de devenir un grand poète, bien sûr, c'est le grand rêve.
Et c'est ce qu'il va faire, il va tenter l'aventure à Paris. Et bon, comme il y a eu dans la comédie humaine, il y a d'autres personnages qui suivent un peu ce profil-là, hein. Il y a Rastignac, et il y a aussi Victurnien Desgrignon, qui lui est dans le cabinet des antiques, et, Je connais pas. et Ouais. Rastignac, c'est dans le Père Goriot. D'accord. Et donc, voilà, on a souvent chez Balzac et chez d'autres, hein, la figure du provincial qui débarque à Paris et qui veut, bien sûr, conquérir le grand monde, qui veut devenir quelqu'un d'établi, de respectable, d'admiré, et tout ce qui va avec. Donc, Lucien donc va tenter l'aventure et il va se fracasser. Ah d'accord, tu l'annonces direct. Il va se rétamer. Donc, d'où le titre Illusion perdue, hein. C'est vrai. Il va se rétamer. Il va dans un premier temps se faire remarquer en tant que poète, et puis après il va tenter le journalisme, mais là il va se ramollir, parce qu'en fait il a un talent, il a un certain talent, mais il a tendance à être, on va dire, inconstant, irrégulier. Il n'arrive pas à... En fait, c'est quelqu'un qui peut écrire quelques pages magnifiques, mais ce n'est pas un marathonien. Tu veux dire qu'il manque de la continuité dans l'effort? Persévérance, voilà, D'accord. il sait pas persévérer dans l'effort. Il sait pas durer dans l'effort et dans le travail. Donc là, tu parles bien de Lucien de Rubempré, hein. Exactement. Ok. Et donc dans Illusion perdue, on voit un peu ses péripéties à Paris. Et il va même se lancer, il va avoir l'ambition de récupérer. Alors oui, parce qu'à la base, Lucien, il s'appelle Lucien Chardon. Bon, on va encore un peu digresser. En fait, Lucien, il est fils d'apothicaire, mais par sa mère, il a du sang noble. Et le problème, c'est que quand il arrive à Paris, tout le monde le dénigre un peu parce que il est fils d'apothicaire. Donc, D'accord, ouais. donc son père est roturier, et son père, il n'est pas noble. Et en fait, pendant une bonne partie de l'Illusion perdue, l'intrigue, c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à se faire respecter, est-ce qu'il va un peu récupérer ce titre de Rubempré, et puis de garder un petit peu quelque part, enfin de récupérer un peu ce prestige issu d'un titre de noblesse en fait. Et il va se lancer dans des manœuvres pour essayer de réussir ce coup-là. Et il va se planter, il va avoir des coups bas, il va avoir une conspiration contre lui. Et du coup, il va rentrer complètement la tête basse à Angoulême parce qu'il voit bien qu'il est complètement fini en fait. Il va être complètement rayé de la carte mondaine. Et il rentre à Angoulême, la tête basse et déçu, et jusqu'au suicide. Ah, jusqu'au suicide. Il envisage le D'accord, ouais. suicide, et là, donc c'est la fin d'Illusion perdue. Enfin, c'est la troisième partie d'Illusion perdue. On voit en fait Lucien qui envisage le suicide, et en fait, au dernier moment, il est sauvé par un personnage mystérieux qui est un curé, un abbé espagnol. Et, et cet abbé espagnol lui propose un pacte. Rejoins-moi et je ferai de toi un grand homme établi à Paris. Donc il a la possibilité il a une seconde chance en fait. Et là il accepte. Ça inspire en tout cas de la confiance. Donc il se suicide pas, il suit le curé espagnol et il va de nouveau à Paris. Et c'est Splendeur et misère des courtisanes. D'abord Illusion perdue et voilà. ensuite Splendeur et misère des courtisanes. Ouais. Voilà, et donc dans Illusion perdue, il essaie de se faire un nom, de s'imposer tout seul, on va dire entre guillemets. Il a des amis, hein. Enfin, mais on va dire il vient tout seul, avec ses petits bras, avec son petit recueil de poésie. Et la deuxième fois, il revient à Paris avec Vautrin, parce que bon, on va un peu spoiler. Comment tu disais le terme québécois là? Divulgacher. Divulgacher, Voilà, on va un peu dire. Alors excusez-nous, on va divulgacher. Donc la deuxième fois, ce curé espagnol, cet abbé, en fait c'est Vautrin, qu'on voit aussi, qui est un personnage très important dans la comédie humaine et qui apparaît de manière assez impressionnante dans Le Père Goriot, et qui avait aussi tenté de faire un pacte aussi avec Rastignac d'ailleurs, qui a refusé. Ouais, ouais. Donc le pacte qui a été refusé par Rastignac a été accepté par Lucien. Donc je précise le contexte. Et donc Lucien arrive du coup avec Vautrin, et là il va tenter une seconde fois de devenir quelqu'un de respectable et de respecté par tout le Grand Paris.
Et donc ça passe par le mariage avec une grande famille qui s'appelle la famille des Grandlieu, De Grandlieu, ouais, et qui sont donc une grande famille bien établie à Paris. d'accord. Et donc Vautrin essaie de tout faire, conspire pour essayer de rapprocher Lucien de cette famille-là. Et donc cette famille-là, il y a une fille qui s'appelle Clotilde et qui demande à être mariée, qui n'attend que ça. Clotilde de Grandlieu. Clotilde de Grandlieu. Et Lucien est pressenti pour faire ce mariage-là avec elle. Très bien. Mais pour se marier avec une grande famille comme ça, il faut donner des garanties. Voilà. Merci Laurent. Bah écoute, qu'est-ce qu'écrit Balzac à ce sujet? Voilà. Voyons, de quoi vit-il? Donc là, on parle bien de Lucien. De Lucien, ouais. Voyons, de quoi vit-il? D'où lui vient sa fortune? Il a, j'en suis sûr, une 60aine de 1000 francs de dette. Il a trouvé dans un prêtre espagnol un protecteur fort riche et qui lui veut du bien, répondit Rastignac. Il épouse mademoiselle de Grandlieu l'aînée, dit mademoiselle Destouches. Oui, mais, dit le chevalier d'Épars, on lui demande d'acheter une terre d'un revenu de 30 000 francs pour assurer la fortune qu'il doit reconnaître à sa future. Et il lui faut 1 million, ce qui ne se trouve sous le pied d'aucun Espagnol. Donc là, voilà, l'espagnol, c'est la référence à Vautrin. À Vautrin, tout à fait. Qu'on retrouve en fait à la fin de l'Illusion perdue. En fait, Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, ouais. C'est cher, car Clotilde est bien laide, dit la baronne. Voilà, et là, on arrive au laideron. Le laidron, voilà, exactement. Madame de Nucingen se donnait le genre d'appeler Mademoiselle de Grandlieu par son petit nom, comme si elle, née Goriot, hantait cette société. Non, répliqua du Tillet, la fille d'une duchesse n'est jamais laide pour nous autres, surtout quand elle apporte le titre de marquis et un poste diplomatique. Honoré de Balzac, splendeur et misère des courtisanes. Bah, finalement, Laurent, en lisant ce premier dialogue, la laideur n'a pas qu'une connotation physique. Une femme qui peut apporter un titre prestigieux à un homme et aussi à un bon poste n'est pas aussi laide qu'on ne le pense. Est-ce qu'on peut dire que le physique et les belles formes, finalement, viennent après la réussite sociale? Voilà, et là, là, on arrive sur ce brouillage. En fait, on arrive au brouillage du jugement esthétique qui vire au politique. Voilà, là, on voit le glissement, en fait, que une femme peut être laide, et en fait, elle reste quand même attirante pour quelqu'un qui a un rang social assez bas, en fait. Et du Tillet, il l'exprime très bien en disant la fille d'une duchesse n'est jamais laide. C'est ça. Donc là, on voit que le rang social de Dutillet, qui lui est en bas de l'échelle sociale, lui dit la fille d'une duchesse n'est jamais laide. Donc Dutillet, lui, c'est un autre personnage important de la comédie humaine. Lui, il va pas, comment dire, si une comtesse est laide, mais c'est une comtesse qui est quand même, qui a un certain prestige et qui a une certaine influence à Paris, par exemple, elle restera pas vieille fille avec Dutillet. Dutillet, lui, il se proposera pour épouser cette jeune fille. Et d'ailleurs, il y a un passage de Balzac dans Une fille d'Ève où on voit que Dutillet, en fait, qui a épousé Eugénie de Vandenesse, lui, clairement, contrairement à Rousseau, lui, il va épouser cette fameuse Eugénie pour son rang. Parce qu'elle a un certain prestige social et du coup, lui, il assume complètement. Il n'a pas refusé comme Rousseau par rapport à... lui, les histoires d'être acheté. Non, non, lui, il achète, il veut, il vend. Et lui, il met clairement la question comment dire, mondaine et économique clairement dans la question du mariage. Et dans la question de fait de se lier avec une femme, il met la question de l'argent sur la table. Et la question de l'influence mondaine et politique sur la table. Il mélange tout, lui. Et il assume. Donc, juste un passage pour expliquer comment Dutillet, voilà, qui prolonge un peu ce qu'il dit déjà quand il dit quand il est en conversation là, avec Rastignac et mademoiselle Destouches, quand il dit une fille de duchesse n'est jamais laide. Donc, il y a un autre passage aussi qui est intéressant qui dit « L'impertinente !» s'écria Dutillet en ramassant les fleurs tombées de la coiffure de la comtesse. « Vous devriez, dit-il à sa femme, étudier Madame de Vandenesse. Je voudrais vous voir dans le monde, impertinente
comme votre sœur vient de l'être ici. Vous avez un air bourgeois et niais qui me désole. Eugénie leva les yeux au ciel pour toute réponse. Donc on voit bien que là, du Tillet, il a une revanche à prendre, une revanche sociale à prendre. C'est quelqu'un qui était, on va dire, d'ailleurs on le voit dans César Birotteau. Il a été employé de César Birotteau et c'est quelqu'un qui veut prendre sa revanche sur le plan social. Et une manière de prendre sa revanche, on revient aussi à ce qu'on disait avant, hein, quand on dit que, par exemple, quand quelqu'un est frustré sur le plan socio-professionnel, peut ramener cette frustration à la maison chez lui. Oui, Du Tillet, c'est un peu ça. Lui, il a été un peu humilié, il s'est senti humilié par César Birotteau, notamment, quand il était employé de César Birotteau. Et c'est quelqu'un qui a été abandonné quand il était gosse. Donc il n'a pas connu ses parents, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc c'est quelqu'un qui a une soif de revanche. D'accord. Et cette soif de revanche, il veut l'étancher en étant dans une, en se mettant comme objectif de réussir vraiment sur le plan social. D'accord. Donc il veut compenser finalement un certain peut-être sentiment d'infériorité qu'il aurait eu. Mais voilà, merci de reformuler comme exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, il a un manque qu'il le vit très mal, et il veut combler ce manque en s'établissant de manière respectable aux yeux de la société et aux yeux du grand monde. Et donc, ça a commencé par le mariage. Donc là, on revient à cette question, c'est toujours le problème, c'est le mariage est-il le cadre qui permet à la libido de se sublimer et de permettre qui permet à l'amour de s'épanouir, ou alors le mariage devient quelque chose de sordide où les gens utilisent le mariage comme un marchepied pour s'établir sur le plan mondain. Et social, tout à fait. Sur le plan social. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un glissement, que du Tillet utilise le mariage, non plus pour permettre à l'amour de s'épanouir, mais il utilise le mariage pour une promotion sociale. Donc là, il en vient à dire à sa femme, parce qu'il s'est dit, bon, attends, je me suis marié avec Eugénie, là, c'était pour me la péter, pour la frime, pour le prestige, pour le m'as-tu vu. Et là, il est en train de se rendre compte que sa sœur est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus impertinente, beaucoup plus fine dans sa manière de se comporter. Et il se dit, mais je me suis marié avec une gourde. Et il se dit, et du coup, il en vient à dire à sa propre femme, hein, mais t'es une gourde. Et alors, il dit carrément, un air bourgeois et niais. Bon, c'est terrible. Et donc, là, on voit bien qu'il s'est marié avec Eugénie pour de mauvaises raisons. Alors c'est moi qui me permet de dire ça, pour de mauvaises raisons. En tout cas, pour moi, il a utilisé le mariage pas pour l'amour. Oui, c'est pour franchir donc on en arrive à ce glissement-là, c'est le laideron. Du coup, quand Lucien, du coup, je reviens à Lucien. Quand Lucien parce que là, voilà, j'ai fait ce détour sur du Tillet, mais on revient à Lucien. Lucien, il va se marier avec Clotilde pour de quelle raison au final? Est-ce qu'il fait pas un peu du Tillet là? Là, c'est un marchepied. Voilà. Oui. Donc c'est terrible. C'est un marchepied social. Alors, tout à fait. pour divulgacher un petit peu le sujet, en vrai, Lucien n'a pas vraiment envie de ce mariage. Il est sous l'influence de Vautrin. Vautrin lui explique en gros, si tu veux t'établir, mon ami, écoute-moi, et il faut que tu fasses un beau mariage. Et il faut une femme. Ouais. Voilà. Et ça, c'est tout le roman du 19e siècle. Hein. C'est souvent pour arriver à alors, il n'y a pas que ça, mais bien souvent, pour arriver à un certain rang social, ça passe par un mariage. Quitte à se marier avec un laideron qu'on n'aime pas, qu'on ne désire pas, et que la libido soit complètement au niveau zéro. C'est quand même un point important, la libido. Voilà. Non, mais du coup, on voit que, moi, je pose cette question-là. Du coup, on en arrive à cette question. Parce que Yilma m'avait dit, libido, élite de classe, c'est bien gentil, Laurent, mais il faudrait aussi traiter la question mariage. Mettre la question du mariage. Et oui, l'institution mariage est-il un cadre qui permet l'épanouissement de l'amour, ou l'institution mariage est-il un cadre qui permet le triomphe de la promotion sociale? Et donc qui n'a plus rien à voir avec l'amour, qui est en contradiction avec l'amour. C'est la question que je pose.
Et Laurent, je crois que tu voulais aussi parler de Delphine de Nucingen. Voilà. Quand Oui. on avait préparé la Oui, vidéo. alors juste une petite remarque, tout à merci, fait, ouais. merci Stan. Juste une petite remarque, donc l'extrait que tu viens de nous lire, tu disais, on voit que il y a une petite remarque comme ça qui dit Madame de Nucingen se donnait le genre d'appeler Mademoiselle de Grandlieu par son petit nom. Comme si elle, Négoriot, hantait cette société. C'est terrible, parce que voilà, on ramène toujours le roturier, là, le nouveau riche, le parvenu, on le ramène toujours à ses origines plébéiennes, à ses origines roturières. Et là, on voit bien que la baronne, elle essaie de faire genre, je peux tutoyer ces gens-là, j'utilise le prénom pour dire le titre, dire la comtesse de, ou la baronne de. Elle veut faire comme si elle était familière de ces gens-là. Et en fait, pas du tout. Elle rêverait, elle crève d'envie. On parle de hanter cette société. Elle aimerait faire partie de ce monde-là. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et là, on voit bien qu'on la ramène là, on la rabaisse tout de suite, quoi. On le Négoriot. rappelle, ouais, Et on même le dans les rappelle, conversations comme ça, on dit bien, de toute façon, Delphine, elle y arrivera jamais. Elle est Négoriot. Voilà. Donc on revient à ce monde terrible, le monde féodal où c'est le sang qui fait tout, c'est la substance. On revient au substantiel où c'est pas le relationnel qui compte, c'est le substantiel qui compte. Et on revient à tout de suite, est-ce que tu es né, est-ce que tu es bien né ou est-ce que tu es pas bien né, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais ça, c'est une petite. Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Bien sûr. La question de le conflit bourgeoisie-noblesse, le substantiel, substantiel, voilà. et le relationnel. La réduction au substantiel. Voilà. Tout à fait, ouais. Mais c'est une petite remarque comme ça. Mais merci de me. Non, j'allais oublier. je pense que c'était important. Et moi, ce que je te propose, c'est de continuer avec un deuxième passage donc, de cette même œuvre. Et là, on peut se demander finalement, est-ce que cette Clotilde de Grandlieu, est-ce qu'elle est vraiment si laide? Voilà. Non mais voilà, ce que je te disais, c'est que qu'est-ce que pense Lucien? Est-ce que Lucien, du coup, il va vers Clotilde dans quel but? Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Est-ce qu'il a du désir pour elle? Ou est-ce que c'est comme du Tillet, un cynisme froid qui consiste à dire je vais me marier avec elle pour avoir du prestige, pour être reconnu, tu vois? Oui, tout à fait. Et alors on va voir que c'est un peu entre les deux. Et là, on va voir aussi, on va voir ce qu'on apprend aussi de la mère de Clotilde. Et du coup, voilà, tout à fait. et on voit qu'il y a une lucidité de la mère de Clotilde. Ah oui, qui a l'expérience. Qui comprend bien que, bon, ma fille a un titre, ma fille forcément attire les gens, attire un certain nombre de prétendants par son titre, mais elle voit très bien aussi que sa fille n'est pas très belle. Mais bon, voilà, mais tout est là-dessus. Voilà. Eh bien, découvrons ce deuxième passage. Malgré tant de désavantages, malgré sa prestance de planche, elle tenait de son éducation et de sa race un air de grandeur, une contenance fière, enfin tout ce qu'on a nommé si justement le je ne sais quoi, peut-être dû à la franchise de son costume et qui signalait en elle une fille de bonne maison. Elle tirait parti de ses cheveux, dont la force, le nombre et la longueur pouvaient passer pour une beauté. Sa voix, qu'elle avait cultivée, jetait des charmes. Elle chantait à ravir. Clotilde était bien la jeune personne dont on dit « elle a de beaux yeux » ou « elle a un charmant caractère ». À quelqu'un qui lui disait à l'anglaise « votre grâce », elle répondit « appelez-moi votre minceur ». Et alors là, il y a la mère qui réplique « c'est ça. Pourquoi n'aimerait-on pas ma pauvre Clotilde ?» répondit la duchesse à la marquise. « Savez-vous ce qu'elle me disait hier ? Si je suis aimée par ambition, je me charge de me faire aimer pour moi-même. Elle est spirituelle et ambitieuse, il y a des hommes à qui ces deux qualités plaisent. Honoré de Balzac, splendeur et misère des courtisanes. » Donc on voit que le premier levier, c'est l'ambition. Elle sait bien, la mère, que s'il y a un prétendant qui va arriver, ça sera probablement un du Tillet. Quelqu'un qui sera là pour le nom, pour le titre, et pas pour elle-même, pas pour la beauté supposée, physique de sa fille. Elle sent bien que là, les prétendants qui vont arriver, qui vont se présenter, seront là pour le titre, pour le prestige. Mais en tout cas, cette Clotilde, elle sait quand même cacher ses défauts, quoi. Elle met en valeur. Mais ça vient de l'éducation. Ça vient de l'éducation. Ça vient du rang social. Ouais, et là, voilà, ben, bien sûr. Ouais. Elle sait tirer, finalement, profit du code des hautes sphères de la société, en fait. Exactement.
Alors, il y a aussi ce je ne sais quoi Voilà. Bah, que c'est, je voulais voilà, aussi voilà, aborder. mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y a toute une éducation, il y a tout un... Voilà, le je ne sais quoi, tous ces petits détails dans la manière de se comporter, dans la manière de se... et puis même par exemple, j'apprends le piano, j'apprends à faire du cheval, euh, j'apprends le français, j'apprends le russe, j'apprends l'allemand, je connais des poèmes, des passages de certains romans, je connais des poèmes par cœur, je suis capable de faire de l'esprit, de faire des blagues dans une société, dans un salon mondain. Je me tiens bien, je sais comment dire, je sais quoi faire de mes mains quand je me présente, quand je suis en public avec les gens ou quand les regards sont braqués sur moi. Parce qu'il y a un passage de Dostoïevski dans Les démons, justement, où on voit à un moment donné Dostoïevski, il décrit quelqu'un, c'est un peu un Rogojin bis, qui est dans l'idiot, qui débarque dans un salon et Dostoïevski prend le temps pendant quelques lignes d'expliquer que la grande torture de cette personne qui arrive dans ce salon-là, c'est qu'est-ce que je fais de mes mains? Il ne sait pas quoi faire de ses mains. Il est là, il est un peu gauche, il est maladroit, il ne sait pas quoi faire de ses mains. Et une Clotilde, typiquement, elle sait quoi faire. Elle sait quoi faire, ouais. Elle ne se pose pas la question, c'est naturel, c'est comme une seconde nature. C'est pas naturel, mais c'est comme une seconde nature. Mais parce que depuis toute petite, pardon, on lui a appris à bien se tenir, à savoir la bienséance, voilà. Et alors, je Et donc, crois, ouais. je Vas-y, bien finis. sûr, Donc, ouais. pourquoi je fais ce détour par les démons parce que c'est pour revenir à Rogojin, qu'on a évoqué aussi la dernière fois. C'est que j'aimerais le je ne sais quoi que tu mets en exergue. Ça me fait penser à la phrase de Nietzsche que j'avais utilisée la dernière fois, où je disais cette phrase de Nietzsche, elle me fait penser à Rogojin. Et cette phrase de Nietzsche, c'est laquelle? L'homme le plus vulgaire, donc Nietzsche, pardon, Rogojin, Comme Roger, ouais. typiquement Rogojin, ou celui dont je viens de parler là, celui qui ne sait pas quoi faire de ses mains quand il est dans un salon où tout le monde le regarde, il est comme une bête curieuse en fait. Il est gêné, quoi. Ouais, Voilà, il il est voit très bien gêné, ouais. exactement, il est gêné, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment se tenir. Il se sent à l'écart, en fait. Ouais. Exactement. Donc la phrase de Nietzsche c'est celle-là. L'homme le plus vulgaire sent bien que la distinction ne s'improvise pas et qu'elle est vénérable en tant que produit de longs siècles. Donc c'est ça le je ne sais quoi. Et moi j'avais rajouté le produit de longs siècles d'exploitation. Voilà. Parce que Ouais. justement, ces gens-là peuvent se permettre dans des Oui, je vois. salons, C'est ce que tu disais, de ouais. manger des petits fours, d'avoir des beaux tapis, des beaux tableaux, d'avoir des bibelots, de la porcelaine, des vases qui viennent de Chine, qui viennent d'ailleurs. Tout ça, c'est quoi? C'est le fruit de l'extorsion de la plus-value. Ah, on va utiliser des gros mots là. On va commencer à se lâcher un petit peu. On Hein. va parler un peu Marx. On va parler du dur là. Ouais. Donc voilà. Donc ces gens-là qui peuvent se permettre d'avoir une certaine attitude, voilà, d'être dans une certaine aisance quand ils sont dans un salon, bah, c'est le fruit de longs siècles d'exploitation. Donc Clotilde, qui est peut-être laide physiquement, qui a peut-être pas des traits réguliers, qui ceci, qui cela, peut-être plate, elle est ceci. Bon bref, elle compense. Elle Oui. compense parce que Par voilà. ce code, en fait. Par Voilà, ce savoir se comporter. c'est ça, Voilà. elle connaît des poèmes, elle a lu des livres, elle joue du piano, elle joue du violon, elle fait du cheval, voilà. Très bien. Elle sait se coiffer, pas comme moi. Donc voilà, des Ah choses. non, non, Non mais voilà. il était au Donc, top, là. Ouais. voilà, non mais et du coup un mec comme Rogojin qui débarque dans un salon, bah, avec ses bottes crottées, avec son ton bourru, avec sa barbe mal taillée, c'est une catastrophe. Ouais. C'est un chien dans un jeu de quilles. C'est terrible. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour dire Eh ça. ben non, mais c'est clair. Alors là, bah, ça va être intéressant de savoir ce que pense Lucien Donc voilà, lui-même de Clotilde, quoi. on en arrive à Lucien. Oui. Exactement. Voilà, et comme je vous disais, en fait, contrairement à Dutillet, on va dire que Lucien, il est un peu sous l'influence de Vautrin. Et ce qu'il faut dire aussi, que Lucien est déjà amoureux, en fait. D'accord. Donc, parce que Alors. même Dutillet, au final, il se marie avec Eugénie, mais en fait, il a une maîtresse. Alors voilà, c'est ça, je reviens à cette histoire-là, c'est que le mariage est-il le cadre qui permet à l'amour de s'épanouir, ou encore une fois, le mariage est une institution qui, au final, a été dévoyée et maintenant est un outil de promotion sociale.
et donc et l'instrument du cynisme, de l'opportunisme. Voilà, et c'est ça le grand problème. Et donc du coup, on en arrive à Et là, je reviens aussi à cette question-là qu'on posait la dernière fois, la question du bonheur. Avec Rousseau, il pose la question du bonheur. Et on fait quoi si on est là, on est un peu, il y a une scission en soi-même, où on est là, on se marie avec quelqu'un qu'on n'aime pas, et pour avoir ces instants fugaces de bonheur, donc c'est plutôt du plaisir que du bonheur, parce que c'est fugace, c'est avec une maîtresse. C'est compliqué, hein. C'est Il y des a une questions Voilà, on complexes. est Ouais. scindé en soi-même, enfin c'est Ouais, compliqué. ouais. Donc ça crée des tensions, des frictions, et voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que pense Lucien, Donc voilà, on revient à finalement Lucien, qui donc, je disais, est amoureux d'une autre femme. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que pense Lucien de Clotilde? Lucien comparait involontairement Esther. Excusez-moi, je recommence. Lucien comparait involontairement Esther à Clotilde. Donc Esther, c'est celle qu'il aime. C'est celle qu'il aime, ouais, tout à fait. La maîtresse était si belle, si constamment charmante qu'elle n'avait pas encore laissé approcher le monstre qui dévore les plus robustes amours, la satiété. Quel La dommage. satiété. Pardon, la satiété, oui, pardon. Quel dommage, se dit-il, de trouver sa femme en 2 volumes. D'un côté la poésie, la volupté, l'amour, le dévouement, la beauté, la gentillesse. Esther furetait comme furette les femmes avant de se coucher. Elle avait et revenait, elle papillonnait en chantant. Vous eussiez dit d'un colibri. De l'autre, la noblesse du nom, la race, les honneurs, le rang, la science du monde, et aucun moyen de les réunir en une seule personne, s'écria Lucien. Honoré de Balzac, splendeur et misère des courtisanes. Bah, voilà, la volupté chez l'une, la noblesse, le rang chez l'autre. Quand un homme n'est attiré que par le rang de sa femme, du point de vue du désir, le rang, ça doit pas être très évident au lit, quoi. Bah voilà. Mais moi j'ai envie de te demander, c'est comment Lucien va pouvoir en fait stimuler sa libido à l'égard de Clotilde en fait. Comment ça va se passer au lit? C'est vrai. Problème réglé, mon ami. Ah bon? Bah oui, parce que, bon, on va divulgacher encore. Donc Lucien, en plus, c'est vraiment horrible, parce que, pour tout vous dire, Vautrin va même utiliser Esther pour non seulement... Enfin, donc, il utilise Mademoiselle de Grandlieu, Clotilde de Grandlieu pour établir Lucien comme un homme respectable. Mais en plus, il va utiliser une deuxième femme, qui est Esther, Ouais, c'est que tu as pour attirer un banquier, le baron de Nucingen. Donc, c'est horrible. Là, on voit une double instrumentalisation de la femme, en fait. Ouais, On utilise une première femme pour avoir un titre, c'est ça. alors qu'on ne l'aime pas. Et qu'on ne la désire On pas. ne la désire pas, Et voilà. là, libido à C'est plat. ça. Et Clairement. on Ouais. utilise une deuxième femme, qui est pour le coup celle qui est vraiment aimée et désirée de Lucien, pour attirer un autre homme. Donc Lucien, ça va plus, quoi. Il est comme ça. Là, il y a un conflit en fait. Bah, Enfin, là, c'est là, terrible. ça en fait beaucoup pour un seul Ouais. homme, et il se suicide. Wow. Et donc, du coup, pas de mariage, donc le problème est résolu. Oh, alors là, c'était pas préparé. Je savais pas la. Ah, Non, mais voilà. C'est quand même incroyable. Ouais. Donc, pour À Lucien... lire, en tout cas. Oui, oui, non, mais Ouais. donc pour Lucien, c'est une impasse. Donc voilà, on en revient à cette question-là de le mariage à quel prix? Le mariage, institution pour établir, pour se lancer dans quelle aventure, en fait? Dans quel cas, enfin, ce cadre-là est fait dans quel but? Voilà, c'est ça. Enfin, dans quel but on se lance dans le mariage, en fait? Quelle est l'intention? Il faut se poser les Voilà. bonnes questions. Voilà. Donc je reviens, et donc là, je reviens à la première vidéo, on évoquait Rousseau, la coupure, la recherche du bonheur. Et la société sans classe et tout ça. Dire, tant qu'on sera dans une société de classe, et tant qu'il y aura cette question de la promotion sociale et tout, et je pense que tant qu'on sera dans cette impasse-là, on aura toujours le problème du mariage et de la question de la libido qui sera traversée par la lutte des classes. Ouais. Et donc on va instrumentaliser l'un au nom de l'autre. Enfin, tu vois, Au détriment du sexe. Voilà, c'est ça. Donc il y aura un problème du désir, il y aura un problème de la libido, il y aura et à un moment donné, il y a une impasse. Ouais.
Et... Il faut se poser ces questions Ah bah, et au moins souligner donc le problème même ici, le mec le plus égoïste qui se dit moi je veux tirer parti, je veux faire mon jeu, je veux la jouer individualiste. Je pense que même lui il devrait se poser la question peut-être qu'il faudrait jouer la carte du collectif pour permettre un vrai épanouissement de la libido et du désir et tout ce qu'on veut. Parce que là, sur l'échiquier, c'est compliqué. Voilà, bon, maintenant, C'est en tout clair, cas, Laurent. Lucien, lui, Ouais. il a voulu jouer un jeu dangereux, il a voulu mélanger le désir et la question de la libido et jouer la carte de l'ambition aussi, tout en L'ambition jouant, sociale, hein, ouais, voilà, ouais. tout en jouant la carte de l'ambition. Et au bout d'un moment, il a vu que Vautrin est en train de instrumentaliser un peu tout ça et il n'a pas pu suivre. Et il s'est suicidé. Et donc, il y a la fameuse phrase d'Oscar Wilde qui disait, un peu comme pour faire rire, mais qui quand même permet de comprendre un petit peu le drame qu'incarne Lucien, en fait. C'est Oscar Wilde avait dit le plus grand drame de ma vie, c'est la mort de Lucien de Rubempré. Ouais, ouais, Donc ouais. la mort de Lucien, symboliquement, Ça a marqué, quoi. voilà, Ouais. ça marque, c'est un marqueur, exactement. Comme Rastignac, je disais la dernière fois aussi, Rastignac, c'est le personnage arriviste, cynique, qui lui, pour le coup, j'avais dit, hein, il séduit Madame de Nucingen pour se rapprocher du baron de Nucingen, qui est un grand banquier établi, pour se faire beaucoup d'argent, pour s'établir, pour devenir ensuite ministre, et puis après qui se marie ensuite avec la fille de sa maîtresse. Donc voilà, là donc Rastignac, c'est vraiment l'arriviste, mondain, cynique et tout ce qu'on veut. Lucien, c'est celui qui arrive, lui aussi rempli d'ambition, mais qui a des états d'âme, et qui est inconstant, et qui n'arrive pas complètement à se vendre au diable, en fait, et qui se fait broyer, et qui finit même par s'autodétruire. Manque d'expérience, en fait. Ouais. Oui, mais il y a aussi ce côté un petit peu... il veut quand même garder un peu son innocence aussi. Enfin, c'est-à-dire que l'autre se vend complètement au diable, entre guillemets. Tu parles de Rastignac. Voilà. Ouais, Rastignac. Alors que lui, il y a quand même cette petite parcelle d'innocence qu'il veut garder et qui le pousse au point de se suicider, qui le pousse à se suicider. Voilà. Donc C'est voilà, moi clair, je reviens à ouais. ça, c'est tant qu'on sera dans une société inégalitaire, avec cette question de la promotion sociale, cette espèce de précarité sociale, est-ce qu'on peut espérer un couple heureux? Est-ce qu'on peut espérer un mariage heureux? Point d'interrogation. Voilà. En tout cas, on a le mérite ici de souligner la question, hein, et j'espère que nos auditeurs y réfléchiront. Voilà, au moins, avec les éléments qu'on leur a donnés. Ouais. Et voilà, et faut pas croire que ça c'est le 19e siècle, aujourd'hui on est mieux. Hein. Ah oui, oui, tout à Bah, fait. Oui. voilà, on utilise des matériaux là, on agite des matériaux là, mais moi en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. C'est Alors il faut actualiser, bien sûr. ça se pose Mais plus tout à fait de la même manière. sur des Mais formes juste, différentes, peut-être. voilà, mais justement c'est pour ça qu'on avance dans le temps, parce qu'après il y a Dostoïevski, et sûr. après il y a Aragon, et après il y a Drieux-La Rochelle. Exactement. C'est juste pour vous dire que cette tension, cette friction, cette contradiction, Cet antagonisme, en cet fait. antagonisme, Ouais. ce conflit auquel on assiste, il continue, hein, il continue. Ouais. C'est pas on le met sous le tapis, puis ça ira mieux peut-être plus tard. Non, 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 non. On est en plein dedans. Laurent, ouais. Exactement. Alors, moi, ce que je propose, c'est de continuer à aborder le thème du laidron, hein, et toute cette question de l'esthétique à travers, cette fois-ci, 2 passages des démons. Donc, une œuvre de Dostoïevski, hein, comme tu le soulignais tout à l'heure, Laurent, Oui. que tu es en train de relire. C'est ça. Et là, avant d'entamer ces 2 passages, je voulais quand même savoir qu'est-ce qui t'a motivé, Laurent, à relire ce livre? Tu veux que je fasse du moi-jeu, un petit peu. Ouais, Un peu de moi-jeu. j'ai envie que tu Parce que dévoiles, Laurent. tu trouves que je suis trop derrière mes textes, trop derrière mes personnages, mes romans. Non, t'as raison. Non, mais pourquoi pas? Alors, c'est simple. En fait, il y a eu, grâce à notre grand président Macron, Ouais. on a été enfermés pendant pas mal de temps, hein, dans nos appartements, dans nos clapiers. Oui. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a 10 ans, j'ai lu beaucoup de... en fait, il y a 10... Bon, là, je vais raconter un peu ma life. Il y a 10 ans, j'ai lu beaucoup de romans de Dostoïevski. Et c'est là où ça correspond à peu près à la période où j'ai été embauché, où je me suis retrouvé à Chatou,
Ouais, à tout EDF. à fait, ouais. Enfin, je ne suis pas un agent EDF, hein, je le précise. Je suis prestataire à EDF Ah, Château, j'ai fait. EDF Lab. Donc cette période-là où j'ai été embauché en tant que prestataire à EDF, j'étais en train de lire Dostoïevski. Et donc j'ai lu le sous-sol, les carnets du sous-sol, j'ai lu Crime et Châtiment, j'ai lu L'Idiot, j'ai lu Les Démons, j'ai lu L'Adolescent, j'ai lu Les Frères Karamazov, j'ai lu Le Joueur, j'ai lu L'Éternel Mari. C'était avant qu'on se connaisse, Laurent, ou c'était pendant on se connaissait déjà, je pense. Quand je t'ai rencontré, j'avais lu un certain nombre de Ah, livres t'avais déjà lu. et j'étais en D'accord. cours en fait. J'étais D'accord. en cours. J'avais pas tout lu encore. Et même une fois, on est parti voir une petite causerie de Markovitch Oui, à c'était sur Chemin Paris. Vert. Chemin Vert, exactement, sur la Une ligne 8 du librairie. métro. Ouais, tout à fait. Voilà. Je me rappelle, dans une librairie. Voilà. Ouais. Et là, je me souviens qu'à cette période-là, je lisais Les Démons. C'était au sujet de Rodion Raskolnikov, je pense. Crime et Des Châtiment. Crimes et Châtiments. Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. En fait, je crois qu'il avait fait il avait fait une causerie pour chacun des 5 derniers grands romans, je crois, hein. Il avait fait une Ah, causerie oui, sur oui, Crime, oui, tout à fait. une causerie sur L'Idiot, Les Démons, L'Adolescent et Les Frères Karamazov. Et Et nous, on était là pour les Crimes et Châtiments, il me il y a semble. plus de 10 ans déjà, Laurent. Voilà. Et donc, voilà, j'étais en plein dans Dostoïevski. Ouais. Mais j'étais un bleu. J'ai pas pris de notes. Je lisais Oui, ça. Tu mais accumulais beaucoup d'informations en fait. et J'étais en train de lire un. Ouais. Oui, voilà. Alors après, il faut toujours, faut bien commencer par quelque chose. Donc je m'étais lancé là-dedans, mais je n'avais pas du tout les outils que m'a donné ensuite un Dominique Pagani ou que m'a pu me donner aussi un Lucien Goldman. Et puis même toutes nos discussions ensuite qu'on a pu avoir, et Ouais. puis avec Ilma Avec Ilma, notamment, bien sûr, ouais. Qu'on qu'on salue. on lui passe le bonjour, exactement. Et donc, tu me dis pourquoi je relis Les Démons? Ben, parce que 10 ans plus tard, je me dis, j'ai beaucoup suivi Dominique Pagani, j'ai beaucoup lu Lucien Goldman, j'ai beaucoup lu Kluskar, bon, et plein d'autres auteurs. Parce que de toute façon, quand on dit. Bon, voilà, je fais une petite digression. Quand on dit Dominique Pagani ou quand on dit Lucien Goldman, en fait, derrière ces deux individus-là, il y a beaucoup d'autres auteurs derrière. Il y a Pascal, il y a Hegel, il y a Marx, il y a Wagner, Il y a Michel il y a Kluskar. Racine, il y a Michel Kluskar, il y a Lukács, il y a Marx, Hölderlin, bon voilà. Ouais. Donc quand est arrivé ce confinement-là, je me suis dit je vais relire L'Idiot. Et donc j'ai relu L'Idiot en prenant des notes. Et ben je suis en train de faire pareil maintenant pour Les Démons. Parce qu'en fait, et en plus, j'ai acheté aussi Markovitch, quand il a tout retraduit, toute l'œuvre romanesque de Dostoïevski, il a aussi traduit les brouillons de L'Idiot. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai lu ces brouillons-là et je me suis rendu compte. Et Un ouais. petit livre, hein, c'est. Ouais, tout un à petit fait. livre de peut-être 100-150 pages. Et on se rend compte qu'en fait, les démons sont liés à L'Idiot. Et Stavrogin est lié à Rogojin et Mishkin. D'accord. Et même bon, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo aussi. C'est même, voilà, on voit vraiment, il y a une symétrie, il y a des choses qui sont réutilisées, il y a des variations sur le même thème en fait, entre L'Idiot et les démons. D'accord. Ouais. Donc voilà, je me suis lancé dans. Après avoir relu L'Idiot, maintenant je suis en train de relire Les Démons. Et donc en relisant Les Démons, je me suis retrouvé avec le thème du Laidron. Tiens donc! Qui revient. Qui revient, Exactement. voilà, Ouais, tout à fait. les romanciers adorent ce thème. Voilà. Donc voilà. Donc C'est clair. le fait de relire L'Idiot m'a donné envie de relire Les Démons. Eh bien, écoute, Laurent, découvrons ce que raconte Dostoïevski au sujet du Laidron. Alors, juste là pour présenter le passage. Donc, Anton Lavrentievitch, Qui est le narrateur, hein. c'est le narrateur, exactement, il est fonctionnaire. Voilà. Et lui, en fait, il est attiré par une aristocrate qui s'appelle Lizaveta Nikolaïevna. Qu'est-ce que raconte le fonctionnaire Anton Lavrentievitch? Le fait est que, moi-même, j'éprouvais une envie terrible de lui être présenté et recommandé, et que, pour cette fin, la seule et unique personne sur laquelle je pouvais compter, c'était Stepan Trofimovitch. Mes rencontres fréquentes avec elle, à ce moment-là, dans la rue, bien sûr, me faisaient une impression extraordinaire, quand elle sortait faire une promenade, en Amazone, sur un cheval magnifique, accompagné par son soi-disant parent, ce bel officier, neveu du défunt général Drozdov.
Mon aveuglement ne dura qu'un instant. Et plus tard, je reconnus très vite l'impossibilité de mes rêves. Mais, fût-ce un instant, or cet instant vraiment il exista. Fiodor Dostoïevski, Les démons. Donc on voit donc Anton, notre narrateur, donc le narrateur des démons, qui est complètement attiré par Elisaveta. Hein. par Elisaveta. Ouais. Et juste, je vais mettre un petit passage qui est juste avant, Bien sûr. juste pour expliquer. Donc lui, il est complètement attiré par elle. Hein. Donc voilà. Et juste pour expliquer que c'est pas que lui. D'accord. Et donc voilà. Et c'est toujours le narrateur, c'est toujours Anton qui parle. Hein. Je ne décrirai pas la beauté de Elisaveta Nikolaïevna. Toute la ville n'avait plus que sa beauté à la bouche. Toute la ville n'avait déjà plus que sa beauté à la bouche. Même si certaines de nos dames et demoiselles, avec indignation, refusaient de donner raison à celles qui criaient. Donc il y avait des débats, il y avait des rumeurs, tout le monde parlait dans les salons, dans les bars, dans les tavernes. Partout, tout le monde parle de Lisa. Et il dit bien, toute la ville n'avait déjà plus que sa beauté à la bouche. Tout le monde parle de la beauté de Lisa. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, avaient déjà eu le temps de prendre en haine Lisa. Donc on voit déjà qu'il y a non seulement les gens parlent d'elle, mais même certaines sont jalouses d'elle. Bah, elle l'envie, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est juste pour expliquer que on en revient toujours au prestige social. C'est que qu'est-ce qui fait qu'Anton est attiré par Lisa, en fait? C'est parce qu'il entend aussi, partout où il va, il entend bien que tout le monde parle d'elle. Exactement. De la même manière, il y a exactement la même chose avec Mishkin dans L'Idiot, qui, avant de rencontrer physiquement Nastasia Philippovna, rencontre plusieurs personnes quand il arrive de Suisse, quand il arrive en Russie, il arrive sur le sol de Pétersbourg, tout le monde lui parle de Nastasia Philippovna. Ça lui monte la tête, en fait. Et ça lui monte à la tête. Ouais. Et avant même de la voir, il est déjà dans ses fantasmes. Ouais. Il est déjà en train de s'imaginer plein de choses. Il est en train de se dire, mais c'est une beauté extraordinaire, c'est la belle des belles. Enfin, tu vois, il a beaucoup de retours des gens et il est en train de s'imaginer quelque chose. Mais là, c'est pareil avec Anton. Voilà, c'était juste pour... Donc, Anton, il a ce rapport-là avec Lisa, il se dit, mais c'est quelqu'un qui est jalousé, qui est dans la bouche de tout le monde, comme il dit, dans toute la ville. Donc, il est attiré. Et donc, mais on se rend compte qu'au final, qu'est-ce qui l'attire en fait? Et qu'est-ce qui, voilà, on revient à ce jugement esthétique-là, repose sur quoi? Et est-ce que physiquement, elle est belle au final? C'est ça, justement, ce qui est incroyable, Voilà. c'est qu'après, bah, il va quand même nuancer Voilà. son jugement. Bah, comme on va le voir maintenant, Laurent, bah, je te propose que Vas-y. je lise le passage. Donc, il nuance son jugement. Qu'est-ce que raconte Anton par rapport à Elisaveta? Aujourd'hui, repensant au passé, je ne pourrais plus dire quelle était la beauté qu'elle me paraissait être à l'époque. Peut-être même était-elle vraiment laide. Voilà, le mot laide est lâché. C'est incroyable. Haute, toute fine, mais souple et puissante, elle vous frappait, même par l'irrégularité des traits de son visage. Ses yeux étaient placés bizarrement à la calmouque, de biais. Elle était pâle, avait des pommettes saillantes, le teint hâlé, le visage maigre. Mais il y avait quelque chose dans ce visage qui triomphait de vous aimantait. Une sorte de grandeur se disait dans le regard brûlant de ses yeux noirs. Elle paraissait comme une triomphatrice et pour triompher. Fiodor Dostoïevski, Les démons. Bah, en fait, finalement, il n'avait pas vu à l'époque qu'elle était vraiment laide. Mais par contre, là, Laurent, il y a quelque chose qui m'interpelle. De ton point de vue, comment tu pourrais interpréter les termes de Dostoïevski quand il parle d'une sorte de grandeur, se disait, dans le regard brûlant de ses yeux noirs, hein, une sorte de grandeur, et elle paraissait comme triomphatrice et pour triompher. Voilà, pour moi, c'est exactement là, on a affaire, pour moi, il y a un parallélisme, pour moi, qui est criant, entre Clotilde, qui est laide aussi, hein, voilà. Quand on a parlé de Balzac, enfin, voilà, quand on était sur pareil, les passages et qui avait un je ne sais quoi, ouais. un peu inexplicable, qui fait qu'elle se tient bien. Et bien là, c'est pareil avec Lisa. Et c'est même lui-même, Anton, qui s'en rend compte, qui se dit, mais attendez, en fait, si on regarde précisément, peut-être qu'elle n'est pas si belle que ça, en fait. Et là, je reviens à l'introduction, quand Rousseau dit,
je préférerais toujours la moins jolie ayant plus de tout cela. On est encore dans cette configuration-là. Ouais, on est Donc, dans le mais je ne sais quoi là en fait. voilà, C'est il y a ce je ne dont- sais quoi ouais, qui attire. tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après je reviens à ce que je dis. Du Tillet, lui, clairement, le je ne sais quoi l'attire, mais lui, lui, il cherche le prestige du rang social. Lui, il y a le côté mondain, il veut être respecté des autres. En fait, il instrumentalise la femme qu'il convoite, mais pas pour la mettre dans son lit ou pour fertiliser une relation avec elle. Lui, il l'utilise pour mieux, après, ensuite, frimer auprès des gens. D'accord. Ouais. Rousseau, lui, c'est pas ça. Rousseau lui dit, ah, elle a les mains belles, elle a les mains blanches, elle sait bien se tenir, elle a des beaux rubans. Anton, je pense qu'il est là-dedans. Ok. D'accord. Voilà. Donc c'est pas si simple que ça. Oui, Elle est peut-être pas ouais. très belle, elle a peut-être pas des traits réguliers, mais elle sait se tenir, elle sait Se comporter. voilà, elle sait faire du cheval, elle connaît des gens, elle a un beau sourire. Elle est voilà. distinguée. Elle est distinguée. Ouais. Voilà. Elle se tient bien, voilà. Et je pense pour le coup, du Tillet est dans un cynisme pur. Lucien, il est partagé, mais on sent bien qu'il est amoureux d'Esther. Donc, quelque part, et d'ailleurs, il est tellement partagé, il se sent tellement mal à l'aise par rapport à cette situation, il finit par se suicider. Et Anton, je pense qu'il est un peu il y a un peu du Rousseau chez lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'elle, c'est pas la plus jolie fille il a peut-être vu des filles plus jolies qu'elle, si on se concentre uniquement sur le physique, mais il y a quelque chose qui l'attire quand même. Et donc c'est le je ne sais quoi qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà abordé avec Clotilde. Et c'est ce fameux, la phrase de Nietzsche, Ouais. que je vais encore réutiliser pour bien enfoncer le clou. Si j'arrive à retrouver là, le fameux... Voilà, j'arrive. Oui, c'est L'homme page le plus 404. vulgaire sent bien que la distinction ne s'improvise pas et qu'elle est vénérable en tant que le produit de longs siècles. Voilà. C'est ça. Donc Donc c'est Lisa, le fruit d'un héritage. voilà, Ouais. Lisa, elle arrive à exploiter ce fruit de plusieurs siècles où elle peut se permettre d'être comme ci, d'être comme ça, de se distinguer par rapport à la plèbe. Ouais, en fait, en gros, c'est l'héritage de plusieurs siècles d'exploitation. En fait. Voilà, on en revient là-dessus. Donc, Anton, je pense que est beaucoup plus, on va dire, proche de Rousseau que de du Tillet. Il n'y a pas un cynisme appuyé comme du Tillet. Il est vraiment attiré par Lisa. Mais voilà, mais il se rend bien compte que c'est peut-être la moins jolie. Pas la plus jolie en tout cas. Mais voilà, elle est bien habillée, elle se tient bien, elle se tient droite. Voilà. Voilà. Laurent, donc avançons dans le temps et abordons un passage, cette fois-ci, d'Aurélien, de Louis Aragon, auteur aussi qu'on avait cité lors de notre vidéo Lutte des classes et libido. Alors, avant d'entamer ce passage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte? Donc je l'avais déjà un peu évoqué la dernière fois, mais donc donc le roman s'appelle Aurélien. Donc Aurélien est un jeune homme donc qui a fait la Première Guerre mondiale, à qui on demande de revenir donc dans la vie civile, hein, de faire comme si rien ne s'était passé. Et donc on lui demande de retrouver une vie normale dans un Paris donc des années folles. Il est rentier, il travaille pas, il a un logement bien établi en plein Paris. Et en fait, il s'ennuie, il n'est pas spécialement bien, il multiplie les conquêtes féminines. Il est insomniaque, il passe son temps dans un bar, il déambule. Il n'est pas spécialement heureux. Et il a on va dire, des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Et puis il a une maladie, je crois que c'est, je sais pas qu'on appelle ça, la malaria, où il a chopé un truc, tu vois, et des fois, Ouais. ça revient de temps en temps, il a des crises comme ça. Mais, alors, on ne sait pas trop si c'est psychosomatique, est-ce que c'est vraiment une maladie, tu Il vois. l'a vraiment eu. Voilà, Ouais. il y a un mélange comme ça. Bon, un stress
post-traumatique par rapport à la guerre, voilà. Bon, il est en décalage, il n'est pas bien. Et il y a une petite provinciale qui débarque. Elle est mariée à un pharmacien qui, lui, n'est pas venu. Donc elle débarque à Paris. Bérénice. Bérénice. Et c'est la cousine d'Edmond. Alors, donc on a Aurélien qui est pote avec Edmond. Edmond, donc, invite sa cousine chez lui, Ok. Ouais. à Paris. Et elle vient sans son mari. D'accord. Ouais. Donc elle arrive, elle est provinciale, elle est habillée d'une manière qui est éloignée de la parisienne. Donc ça fait comment dire, un petit contraste avec ce que voit habituellement Aurélien en fait. D'accord. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Edmond essaie quelque part de brancher Bérénice Ouais. avec Edmond, avec Aurélien. Avec rien. D'accord. Et Aurélien il fait non mais n'importe quoi et tout. Et il y a ce petit mouvement de recul d'Aurélien. Comme on va le voir justement. Voilà justement. Et en fait là, le passage que tu vas lire, Ouais. c'est le début du roman. Très bien. Direct. C'est le début. Et on commence, il dit, elle est laide. Incroyable. C'est énorme. Mais voilà. Directement le Mais laidon. alors Ouais. que, et bien sûr, voilà. Et J'ai le- pas en- lu. Hein. et en- J'ai pas lu le Mais ce roman. qui est énorme dans ce roman, c'est qu'en fait, c'est la femme de sa vie. Mais il va passer à Incroyable. côté, bien sûr. Hein. Il va rater le coche. Il va pas être foutu d'arriver à conquérir cette femme. Et ça commence comment? Elle est laide. Mais c'est génial. Eh ben- Enfin bon, voilà. Donc voilà, voilà, j'espère que ouais. je vous ai donné envie de le lire. Et on va lire le début, donc, de ce roman. Très bien. Alors, qu'écrit Aragon à ce sujet? La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Voilà, le mot est lâché. Hein. C'est lâché. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Ah, Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. le goût. Ouais. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Ah, ça c'est sûr. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Louis Aragon, Aurélien. Finalement, à travers ce passage, Laurent, est-ce Aragon n'a-t-il pas souhaité démontrer la nécessité du bon goût et d'une toilette, je dirais, entretenue chez une femme pour être considérée comme belle? Alors, justement, voilà, il faudrait pas non plus rentrer dans une modélisation trop schématique. Oui, il y a un étiquetage peut-être, ouais. Voilà, et se dire, bah forcément, parce que voilà, si on nous écoute là depuis quelque temps là, on pourrait croire qu'on se dit, bon ben voilà, c'est simple, on est attiré par ce qui brille, par ce qui est beau, par ce qui est, on va dire, Et clinquant, clinquant, voilà, rayonnant, ouais. voilà. Et en fait, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Mais non, c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait, on se rend compte que même, comment dire, on peut aussi s'ennuyer quand on est habitué aussi au clinquant, à ce qui brille, à ce qui est d'or, à ce que voilà. On veut de la variété, ouais. Voilà. Et donc en fait, il peut y avoir aussi une lassitude. Et on avait vu dans le passage précédent, Balzac parlait de satiété. Donc que dit Balzac finalement sur le fait de tirer trop vite des conclusions voilà, par rapport au clinquant, au luxe pour les gens de ce milieu? Et le bonheur a le malheur de paraître signifier quelque chose d'absolu. Apparence qui induit tant de niais à demander « Qu'est-ce que le bonheur ?» Une femme de beaucoup d'esprit disait « Le bonheur est où on le met ». Elle proclamait une triste vérité, dit Blondet.
Et moral, ajouta Finot. Archi-moral, le bonheur, comme la vertu, comme le mal, exprime quelque chose de relatif, répondit Blondet. Ainsi, La Fontaine espérait que, par la suite des temps, les damnés s'habitueraient à leur position et finiraient par être dans l'enfer comme les poissons dans l'eau. Les épiciers connaissent tous les mots de La Fontaine, dit Bixiou. Le bonheur d'un homme de 26 ans qui vit à Paris n'est pas le bonheur d'un homme de 26 ans qui vit à Blois, dit Blondet, sans entendre l'interruption. Ceux qui partent de là pour déblatérer contre l'instabilité des opinions sont des fourbes ou des ignorants. Honoré de Balzac, La maison de Nucingen. Là, je pense qu'on peut, on peut introduire un concept qui vient de Hegel, qui est l'universel concret, D'accord. contre l'universel abstrait. C'est-à-dire que là, ce qu'est en train d'expliquer Balzac, c'est que c'est important de comprendre qu'il faut quand même, pour comprendre l'attitude de quelqu'un, il faut un minimum s'intéresser à la situation concrète dans laquelle il est immergé. Et donc quelqu'un qui vit à Blois, qui a un certain âge, ou quelqu'un qui vit à Paris, qui a à peu près le même âge, c'est pas tout à fait la même configuration. Et après, selon le rang social dans lequel il est, c'est pas tout à fait les mêmes questionnements qui se posent, les mêmes problèmes. Ouais, tout à fait. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est quand même très important de comprendre que un libertin qui est habitué à être dans des salons, à voir toujours les mêmes femmes, toujours toiletté de la même manière, toujours avec le même maquillage, toujours avec les mêmes robes. Je parlais la dernière fois aussi, je crois que j'avais parlé de ça, des journalistes de BFM TV ou de CNews. Ouais, qui se ressemblaient tous. Ouais. Copier-coller. Ouais. À un moment donné, je pense qu'il y a un... Et donc je parlais aussi de la satiété. C'est Balzac qui parlait de satiété. C'est qu'à un moment donné, on arrive à un moment de saturation où la personne commence à en avoir marre, en fait. Et donc, il faut faire attention avec l'être humain qui consiste... enfin, on pourrait se dire, bon ben voilà, ce qui attire l'homme, c'est le beau, c'est le clinquant, c'est les paillettes, ce qui brille. Ça peut lasser aussi quand on est dans un certain confort, dans un certain luxe, dans un certain raffinement. Ouais, c'est incroyable, on s'y attend pas forcément au Voilà, départ. et donc ouais. voilà, il faut aussi comprendre ça aussi, que le libertin aussi commence à arriver à une certaine saturation et arrive voilà, à ce phénomène qui est la satiété. Il est rassasié et il veut autre chose, donc il va chercher quelque chose d'exotique. Donc il va, Ouais. quitte à vouloir redescendre dans le rang social, dans l'échelle sociale. Et donc, on peut penser à un libertin. voilà, donc Ouais. voilà, j'arrivais à cette histoire-là à force de fréquenter des demoiselles, à force d'aller dans des salons, le mec il préfère aller dans les bordels. On a souvent dans les films ou dans les romans ce paradoxe de voir l'aristocrate ou le fils de famille descendre de au moins 2 ou 3 niveaux dans l'échelle sociale pour se sentir un petit peu plus libéré en fait. Parce qu'il est il est plus jugé, il est plus regardé, il peut se permettre de se lâcher. À l'écart, Voilà. à l'abri des regards Exactement. de sa classe. Ouais, C'est ça. Donc, et dans la mythologie, on voit même que Zeus, par exemple, le dieu de l'Olympe, et même le chef des dieux, hein, qui se permet d'aller sur Terre, parce qu'il s'ennuie un petit peu dans l'Olympe, qui se permet de subjuguer des bergères, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il en a marre, parce que ça le gonfle en fait d'être toujours face à des conventions, face à des règles, face à toujours à devoir rendre des comptes à ceci, à cela, à sa femme. Non, je fuis un petit peu mes responsabilités. Je descends de 2 ou 3 niveaux dans le rang social. Surtout, on le voit pas. Et dans l'anonymat. Exactement. Voilà, et hop, je décharge ma libido. Je peux me permettre je tombe le masque. Donc voilà, le fils de famille qui va dans des bordels, c'est le classique ça. Voilà. Donc, bon, alors, le symbole, l'emblème de ce genre de cette attitude-là, c'est Monterland. Donc, typiquement, Monterland illustre bien ce désir un petit peu brut, un petit peu brutal, un petit peu sauvage. Donc, c'est l'homme qui est au top du raffinement culturel, mais qui, par lassitude, par ennui, par satiété, et ben il se dit, mais à un moment donné, moi je veux de l'exotisme, je veux quelque chose qui me change de ce que je vois habituellement.
Par lassitude, en fait. Voilà. Ouais. Et du coup, il en arrive à désirer quelqu'un qui est dans un rang social complètement, mais qui est au bas de l'échelle sociale. Et là, on peut être surpris. Donc je vais juste lire des passages comme ça d'un récit de Monterland qui explique qu'en fait, il est attiré par quelqu'un qui est complètement aux antipodes de son milieu à lui, milieu social. Ouais. Voilà. Très bien. Elle avait la chevelure poisseuse, comme celle des gitanes, et des marques de petites vérolles, ce qui me dit assez. Et il souligne dit. Donc là, il commence à être attiré par quelqu'un qui a la petite vérole et qui est poisseuse. Car je songe aux têtes des statues grecques mordues par un long séjour dans la mer. Donc on voit c'est ça qui est marrant, c'est le sujet qui est attiré par un objet. Il y a l'objet du désir qui est devant lui là, et lui c'est un sujet qui est au top du raffinement culturel. Il connaît les statues grecques, il connaît la mythologie grecque, il connaît Platon, lui il est au top du top. Il a la culture classique, et il est en train de regarder comme ça quelqu'un qui est complètement limite. On va le voir plus tard. Hein. Il le réduit à l'état animal, pratiquement. Mais il la désire. Voilà, parce que elle est tellement différente, elle se distingue tellement des comtesses, des demoiselles qui passent son temps à voir dans les salons, mais il se dit, je préfère elle en fait. Donc voilà, c'est un peu le contre-pied de Rousseau, qui se dit, lui, je suis tellement habitué à voir des gens qui ont les mains sales, qui ont les... On voit le contraste. Le contraste, ouais. En fait, c'est du Rousseau inversé. C'est l'antithèse, en fait. C'est ça. Le Monterland, il est tellement habitué à avoir affaire à des gens qui sont fardés, maquillés, tout ce qu'on veut, qui se tiennent bien, que lui, il en arrive à dire, mais moi, je préfère celle qui est poisseuse. Donc, je continue. Hein. Mais lui, il dit tout ça en ayant dans toute l'éducation, tout le je ne sais quoi, qui est issu qui viennent du rang social, hein, qui est élevé. Hein. Les mouches, affolées par sa saleté puissante, tourbillonnaient autour d'elle. Wow. Elle étalait sur son tablier du pain et des morceaux de viande qu'elle mangeait en les empoignant à deux mains. Voilà, alors je ne vais pas vous citer tous les passages, mais elle buvait du lait à même un pot et poussait une sorte de soupir grognement de plaisir après chaque gorgée. Donc il animalise en fait, il est en train d'animaliser son objet du désir. Quand elle avait avalé une bouchée, elle renversait la tête à la manière des poules. Voilà, des poules. Donc il animalise complètement, hein, qui viennent de boire pour que cela descendît mieux. Et elle était si animale, voilà, elle était si animale que je fus surpris, saisi, la première fois que je l'entendis parler. Donc en gros, il est tellement fasciné par cette personne qui est devant elle, qui se dit, mais là c'est un animal que j'ai en face de moi. Mais il va avoir du désir. Mais c'est ça qui est fort, c'est que plus elle est animale, plus elle s'éloigne du mondain, plus elle s'éloigne du raffinement culturel, plus il a envie de la culbuter. C'est Monterland. Ouais. Et elle il la désire. Exactement. Et elle me rappelait cet enfant du campo andalou qui, venant rendre visite à sa mère, servante chez moi. Donc là, on voit le maître. Moi, je suis le maître et j'avais des domestiques à mon service. Et il parle de la fille d'une de ses domestiques qui dit qui venant rendre visite à sa mère servante chez moi à Gérèse et n'ayant jamais vu d'escalier, monta à celui de ma maison à quatre pattes. Il animalise en fait. Ah, il est en train d'animaliser complètement celle qu'il est en train de convoiter en fait. Plus il la dénigre, plus il la méprise, plus il la fait descendre dans l'échelle de... Là, et on n'est même plus à l'échelle sociale, là, il est en train de la rendre carrément animale. Et plus il a envie d'elle. Plus il a envie d'elle. Ouais. Faut comprendre, hein. Là, donc là, on est en plein dans le laideron. Voilà, non mais voilà. Donc, dans le romanesque. Exactement. Ouais. Et à un moment donné, il dit, elle chantait son odeur. Son odeur était forte. C'était bien l'odeur même du fauve. Celle qui vous frappe quand vous pénétrez dans les prisons de femmes. Bon, voilà. Bon, je vais peut-être pas... Mais c'est pour faire comprendre qu'à un moment donné,
le libertin, l'aristocrate, le fils de famille qui est tellement habitué, qui est blasé, qui est lassé, qui est qui est rassasié, qui est tellement habitué à avoir à sentir des parfums, à avoir toujours les mêmes manières de s'habiller, les mêmes manières de parler, les mêmes manières de se comporter, qui en arrive à se dire mais je préfère en fait aller au lumpenprolétariat, Donc à le descendre de rang bas, voilà. voilà, Ouais. et même d'animaliser un peu ces gens-là pour me sentir un peu plus pour comment dire pour revitaliser un désir qui est émoussé. Voilà. Dans sa satisfaction vers le luxe, quoi. Voilà. Ouais, très bien. Donc on voit bien que du coup voilà, il suffit pas de dire bon ben tout le monde est attiré par le luxe, par le raffinement. Ouais. En fait, même le mec qui est habitué à ce genre de choses aussi, au bout d'un moment préfère l'humain qui est dans une situation de plus en plus de grande précarité sociale en fait. Pour voilà, par lassitude, du luxe et pour varier, hein, Voilà, ouais. et, ça devient un peu grotesque quand même limite hein, quand on lit Ah des oui, oui, choses bien comme sûr, ça, parce oui, qu'au bout oui. d'un moment on se dit mais on Il y marche, va fort hein, quand même, hein. voilà, on Ouais. marche sur la tête en fait. Mm. Et donc Monterland, donc c'est un auteur qui est controversé et que Michel Kouskar a lu, parce que Michel Kouskar le cite plusieurs fois. Et donc je vais lire un petit passage de Michel Kouskar qui explique qui s'appuie un peu sur Monterland. Il dit fondamentalement, la liberté bourgeoise et plus généralement celle de la classe dominante est l'accès à ces systèmes opposés de la morale. Stoïcisme, épicurisme, sacrifice, pardon, jouissance, vertu, vice. Le bourgeois a le pouvoir de choisir une existence contradictoire, alternance et syncrétisme, disait Monterland. Donc voilà, là Kouskar cite explicitement Monterland qui disait alternance et syncrétisme. Le bourgeois culturel reste disponible ou s'engage. Et là, il met entre parenthèses Gide et Sartre. Cette dualité est l'expression culturelle même du pouvoir de classe. Donc, C'est plus compliqué qu'on le croit, hein. voilà, Ouais. le bourgeois, quand il commence à avoir un peu trop de... Comment dire en fait, le bourgeois s'ennuie. Quand on accède à un certain rang social, on s'ennuie en fait. Et en fait, pour déjouer cet ennui, on en arrive à jouer la carte de l'alternance et à jouer un petit peu la carte de la vertu, puis la carte du vice. La carte de la jouissance et puis la carte de l'austérité. En fait, on veut éviter l'encéphalogramme plat, quoi. Voilà. Ouais. Mais il faut bien comprendre que tout cela est possible, est rendu possible, parce qu'on est à un certain niveau de la société. On est à un certain rang social. La personne qui est en bas de l'échelle sociale, lui, il n'a pas le choix. Ouais. Alors Elle n'a que, pas le choix, pardon. bien sûr, alors que celui qui est en haut, il a Justement, il peut jouer un sur les deux, panel, il ouais. peut jouer sur les Ouais. deux tableaux. Et donc, quand il commence à être lassé sur une certaine extrémité, quand il commence à pencher plutôt vers un terme, eh ben, il peut aller sur l'autre terme. Il peut jouer sur les deux tableaux. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que idéologiquement, faut faire attention dans ces découpages vertu, vice, croissance, décroissance. Souvent, ça, c'est des faux pièges, en fait. Ouais. C'est des pièges de personnes qui sont déjà privilégiées, en fait. D'accord. En fait, oui, voilà. Il faut avoir une vision plus globale et en même temps rentrer dans le détail, plus nuancé. Voilà. Les Et choses, comprendre ouais. qu'en fait, c'est des débats, c'est du papotage mondain, en fait. Bien souvent. Ce qu'on nous présente comme quelque chose d'opposé, cette opposition apparente est souvent une dualité de complémentarité, comme dirait de Kouskar aussi, qui est propre au mondain en fait, et qui est propre à des couches supérieures de la société, à des gens donc qui ont, qui ont, qui ont un statut de privilégié. Voilà. Donc attention, les pièges vice, vertu, décroissance, croissance, attention. Ouais. Faut pas mettre les choses dans des cases, hein, finalement. Voilà, il faut faire c'est plus attention parce qu'en compliqué fait, on que ça. croit que il faut choisir son camp dans ce genre de dichotomie, et en fait, c'est un piège. C'est pas ça. Le problème, il n'est pas là en fait. Il est ailleurs. C'est de remettre complètement en cause le fonctionnement de la cité telle qu'elle est actuellement, qui est profondément inégalitaire. Ouais.
Intrinsèquement. intrinsèquement inégalitaire, voilà. Et que ce papontage-là et ces débats-là sont ceux d'une classe privilégiée. Ouais. Voilà. Laurent, bah, moi ce que je te propose, c'est de terminer cette vidéo avec un autre auteur. Donc là, on avance dans le temps quand même, hein, avec Drieux-La Rochelle et 2 passages d'un de ses romans donc, qui s'intitule Rêveuse bourgeoisie. Donc pour introduire ces 2 passages, donc c'est un livre qui relate le déclin d'une famille bourgeoise avant et après la Première Guerre mondiale. Donc on est au début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que Drieux-La Rochelle nous a concocté sur le thème du laidron? Et bah, je propose de voir ça tout de suite, sauf si Laurent t'avait Non, ben, en fait, quelque chose c'était à juste dire. pour expliquer que là, maintenant, ce qui est pas mal là, sur cet extrait-là, c'est que là, le laidron, cette fois, c'est plus une femme, c'est un homme. Ah, très bien, Donc c'est déjà, bien. On fait tous les cas possibles. Ouais. voilà, on est en train d'expliquer là qu'en fait, c'est- parce que jusqu'ici, on était en train de se dire, mais attendez, la femme, en fait, on se permet de la juger comme ça, elle est laide, elle est pas laide, bon. Non, ça frappe aussi les hommes. Bien sûr. Et même on ne juge pas en fait. Enfin, Ah oui, oui, non, voilà, mais c'est le. là, on est juste, on constate, on prend Tout à les fait. textes, hein, Ouais. on essaie de les Les analyser. analyser, voilà, Voilà, exactement. Les on n'est pas interpréter, là en ouais. train de dire, Exactement. voilà, on constate que, ben voilà, certains sont attirés par des femmes, certains sont attirés par des hommes, voilà. Et on essaie de comprendre. Voilà. Comment on en arrive à dire, lui, il est laid, lui, il m'attire pas. Pourquoi? Et d'où ça vient? Et Exactement. quelles sont les déterminations derrière? Et Et ben ce là, monsieur. et ben là, ça tombe sur un monsieur pour une D'accord. fois. Voilà. Et là, on en arrive à un point où on voit qu'en fait, eh ben, il y a un mépris affiché clairement pour cet homme. Parce qu'il est laid, parce il présente pas bien, parce qu'il est repoussant. Donc cet homme, c'est Gustave Ganche. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors juste aussi important aussi à souligner, c'est que Drieux-La Rochelle est un fasciste. D'accord. Donc romancier qui a sévi pendant les années 30-40, qui a fréquenté les surréalistes et qui a fréquenté un certain temps Aragon. Donc ils ont été amis et même très proches pendant un certain temps, dans les années 20 notamment, et après ils se sont brouillés. Et Drieux-La Rochelle, après plus tard aussi, va nouer un lien d'amitié avec Malraux. Donc quand même, c'est comme un personnage assez atypique parce que c'est quelqu'un qui est donc fasciste, hein, qui a joué la carte clairement de la collaboration, mais qui a quand même noué un lien d'amitié quand même assez sincère et fort avec Aragon, D'accord. qui est communiste, Mm. et avec Malraux qui lui a plutôt été, qui a dans un premier temps été plutôt favorable aux idées communistes ou socialistes, et puis après à un moment donné a été gaulien. Donc c'est quand même pas banal de voir quand même quelqu'un, et puis même il a aussi été très amis, enfin il a noué des liens très forts aussi avec un marxiste, on va dire, euh, qui n'était pas aligné avec l'URSS, mais qui est Jean Paulhan. Enfin bon, en tout cas c'est quelqu'un qui a quand même, comment on pourrait dire ça, qui a été soutenu par des gens qui n'étaient pas fascistes, qui étaient même antifascistes, et qui ont quand même célébrer cet homme. Voilà, qui ont quand même eu cette volonté quand même de saluer la mémoire de cet homme-là. Donc voilà, c'est compliqué, hein, c'est les années 30, les années 40, la montée du fascisme, Ouais. la question de savoir comment on se comporte par rapport au communisme, par rapport au nazisme, par rapport au fascisme. Ouais, l'entre-deux-guerres. Hein, Voilà, c'est une période assez trouble. Et lui, bon, bah, lui, il a fait le choix du fascisme. Donc voilà, pour bien donner le contexte. Et donc voilà, donc son personnage, Gustave Ganche, eh ben, il a normalement la possibilité de se marier. En fait, il est amoureux d'une femme qui est déjà mariée. Mais le mariage est un fiasco total. Et lui, ben, il arrive un peu comme un sauveur, normalement. Et normalement, 9 cas sur 10, tu te dis, ben, c'est bon, elle divorce. Et elle se marie avec le sauveur. Bah oui. Si Ça va pas se passer. on va voir que c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va arriver, il va être dévoué, il va tout donner, mais il va avoir des imprévus. Voilà. Très bien, bah, commençons ce premier passage. Donc cette femme, hein, c'est Agnès. Agnès, voilà. Alors,
Il la regardait sans cesse avec une suffisance qui marque les hommes ignorants des femmes. Il ajoutait à cela en ce moment un air de commisération qu'il accentuait tant qu'il pouvait. Agnès, épouvantée par la commisération, accepta aussitôt, malgré sa répugnance à être seule avec lui. Tandis qu'il traversait le jardin et descendait l'escalier de la digue, en dépit d'un pressentiment étouffant, elle ne put s'empêcher de regarder les bottines jaunes de Gustave. Il était arrivé depuis 2 heures et avait pris à peine le temps de faire sa toilette. Il avait sorti de sa valise ses fâcheux souliers, d'un jaune si criard, et sa barbe était d'un affreux poil. A-t-on idée, du reste, d'avoir une barbe aussi longue à cet âge? C'était pour équilibrer son grand nez bossu, mais cela ne faisait que renforcer deux ridicules l'un par l'autre. La bonté, l'honnêteté et le dévouement ne font pas tout. Donc on continue hein, avec ce Gustave Ganche. Gustave s'émerveilla du temps avec des mots que selon son habitude il choisissait laborieusement. C'était en effet un de ces temps calmes, purs, parfaits, qui font soudain en Bretagne avec les couleurs du ciel, de la mer, de la terre, un émail vif, serti de traits exquis. Sur la grève blond centrée, Ganche, qui depuis des années s'efforçait de renforcer une silhouette malingre à force de gymnastique en chambre, gonfla un bréchet tumultueux et regarda Agnès avec d'autant plus d'assurance. Avec une perverse nervosité, Agnès attendait qu'il manifestât son plus grave et impardonnable défaut. Et en effet, l'inévitable phénomène se produisit bientôt. L'air salin irrita le long naseau qui commencèrent à se défendre par des reniflements, des renaclements. L'irritation s'étendit à toutes les muqueuses. Ah, il va dans le détail là. Là, c'est terrible. Là, il biologise. Il va dans le détail. La gorge se contracta, se racla. Ce furent des éternuements, des hoquets, des toux. Ce qu'on ne put refouler, on essaya de l'expulser. Wow. C'est terrible. On se moucha, on cracha. Mais cela fut la cause d'une nouvelle poussée d'inflammation. Une démence sonore s'empara de tout un monde de cavernes et de couloirs. Plus tard, l'accalmie vint parce que tout a une fin. Agnès en conclut une fois de plus que Gustave ne pouvait lui être d'aucun secours véritable dans la vie. Pierre Drieux-La Rochelle, rêveuse bourgeoisie. Eh ben Laurent, ce Gustave Ganche, il est mal barré. s'il avait eu un nom prestigieux mêlé à un minimum d'élégance, peut-être qu'il aurait été perçu différemment. Hein. Oui, c'est le problème, c'est que Gustave Ganche, lui, il se dit, bon, moi, je suis un travailleur, je suis quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un de stable. Mais il crâne un peu, parce que... Alors, on est fin 19e, début 20e, donc il y a encore quand même pas mal de familles qui sont sous l'influence d'un curé, par exemple. Et lui, il va, contrairement au mari d'Agnès, lui, il n'est pas recommandé par un curé, parce que lui, il est clairement anticlérical. Ou alors, il surjoue. D'ailleurs, il n'est pas forcément anticlérical, mais il veut crâner, il veut montrer que lui, c'est quelqu'un qui est émancipé par rapport à la religion. Et voilà, on dit bien, des fois, il essaye il fait de la gymnastique. Il croit qu'il peut se permettre de crâner un petit peu, de frimer un petit peu. Mais en fait, il est très bas. Il se rend pas compte qu'il a aucune marge. Il faut que rien ne dépasse, en fait. Et il se rend pas compte qu'en fait, il part déjà avec 3 points d'handicap, en fait. 3 points de retard par rapport à un Camille. Parce que Camille, c'est le mari d'Agnès. Il n'a aucune distinction, en fait. Et voilà, il s'habille mal, il est sa barbe est mal rasée, ses cheveux sont mal coiffés. Et en plus, voilà, il a un nez, ça va pas, il renifle. Terrible. Et là, en fait, le moindre détail qui ne colle pas, qui ne rentre pas dans le cadre, c'est autant d'accusations futures contre lui, en fait. Donc, tu parlais de Camille, hein, c'est ça Camille, donc Camille, c'est le mari d'Agnès qui, lui, pour le coup, lui, est soutenu par un curé. D'accord. Parce qu'en fait, c'est souvent, enfin, en tout cas, jusqu'à cette période-là, c'est les curés qui arrangeaient les mariages aussi, qui étaient, on va dire, impliqués dans les alliances entre familles. Et clairement, il y avait un curé qui avait joué de son influence pour essayer de rapprocher la famille de Camille avec la famille d'Agnès. Et les parents d'Agnès, eux, ils écoutent presque aveuglément ce curé-là. D'accord.
C'est Donc, mal barré, quoi. voilà. Ouais. Donc, et puis, on est encore dans une période où divorcer, c'est mal vu. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il est anticlérical. Il n'est pas spécialement non plus, même s'il fait de la gymnastique, même si on voit qu'il essaie de faire un effort, il se prend un petit peu trop vite pour quelqu'un d'important, ou il brûle un peu les étapes en fait. Il n'a pas le code, en fait. Voilà. Et il se rend pas compte que là, peut-être qu'il devrait peut-être la jouer un petit peu plus, comment dire, la jouer un peu plus sobre. Et il se fait griller complètement. Il se grille complètement en fait. Et il va pas réussir en fait à récupérer normalement Agnès qui est au fond du désespoir par rapport à sa situation avec Camille qui est un horrible mari, un horrible père de famille. Et en tout cas, là, ce qu'on voit aussi hein, par rapport à Drieux La Rochelle, c'est qu'il insiste franchement énormément sur le physique. Voilà, C'est incroyable. Et voilà, comme tu alors, dis, il biologise en fait. voilà, ben oui. Alors du coup, voilà, Et dans les détails. Ouais. voilà. Mais on revient du coup à cette question-là du relationnel ou du substantiel. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve quelqu'un beau, attirant Et le problème, c'est que moi, voilà, on revient, ça c'est une modélisation, comment on peut essayer de comprendre les choses. Le problème quand on commence à être un peu réactionnaire, voire même fascisant, voire même fasciste, c'est qu'on va plutôt tendance à aller vers le substantiel plutôt que le relationnel. D'accord. Ouais. Et Drieux La Rochelle va beaucoup fixer le problème sur le physique, la substance même qui fait Gustave Ganche. Alors qu'en fait, le problème, c'est plus peut-être le fait qu'il est anticlérical, le fait qu'il frime un peu trop, qu'il crâne un peu trop. Il devrait peut-être la jouer un peu plus humble. C'est plutôt sur ces trucs, sur ces aspects-là qui fait qu'il n'a pas réussi à avoir Agnès. Ouais. Et non, il va parler de ça, tout ce que je viens de dire là, il va en parler, mais il va beaucoup insister sur le nez, le fait qu'il renifle, sur des aspects vraiment naturalistes, biologisants et tout ça. De la substance en fait. Voilà, et on revient au substantiel, c'est-à-dire que Gustave Ganche est une substance méprisable. Eh ben, on va le voir. Et voilà, ça va aller en s'empirant en fait. Exactement, avec ce deuxième passage. Alors, deuxième passage. Et là, c'est carrément les parents. Hein. Oui, Parce c'est que les là, parents jusqu'ici, qui... c'est Agnès qui dit Tout oh, à fait. mais en fait, parce qu'elle dit bien, c'est terrible, la dernière phrase, c'est Agnès en conclut une fois de plus que Gustave ne pouvait lui être d'aucun secours véritable dans la vie. Ce qui est faux. Hein. Ce qui est faux. Son mari multiplie les dettes. C'est une calamité. Il a une maîtresse. Il entretient une maîtresse derrière. Il a des dettes jusqu'à... il est en train de couler la famille. C'est le père d'Agnès qui enfoue les dettes. Et alors que Gustave, lui, c'est quelqu'un de fiable. Il peut ramener une certaine sécurité sur le plan financier. Et elle en arrive quand même parce que monsieur renifle, parce que ceci, parce qu'il a des bottines jaunes, parce qu'il a une barbe mal rasée. Elle en arrive à dire Gustave ne pouvait lui être d'aucun secours véritable dans la vie. Alors, Je te laisse enchaîner. Qu'est-ce que pensent les parents? Ses parents étaient aussi obstinément insensibles aux avantages qu'apportait Ce Gustave. que je viens de dire. Donc, Tout à fait. il a des avantages, hein, mais non. Mais insensible. Voilà. Pourtant, il n'avait négligé d'en faire briller aucun. Et, par exemple, les espérances qu'il avait en fait d'héritage. Le pauvre Gustave répugnait par quelques côtés à chaque Lignol. D'abord à tous physiquement, mais aussi 2 fois à Agnès, à Madame Lignol comme Dreyfusard, radical, peut-être franc-maçon. Pourtant, quand il le niait, sur le moment sa vieille amie le croyait. Madame Lignol songeait que le conflit à propos de l'éducation des enfants se poserait inévitablement. Monsieur Lignol voyait dans les attentions de Gustave la consécration de leur désastre social. Mais à la fin du compte, ce qui leur déplaisait à tous les trois le plus, c'était le physique de Gustave. Sexuellement, ils auraient honte de lui. Sexuellement, ils auraient honte de lui. C'est terrible, ça. Et il dit bien, ce qui leur déplaisait à tous les trois le plus, c'était le physique de Gustave. Donc on se déplace du relationnel, ses opinions politiques, et tout ça, parce que ça c'est le relationnel.
parce que tu fréquentes un certain milieu, tu finis par épouser certaines idées politiques. C'est le relationnel, tout ça. Tout ça, ça peut être changé, ça peut bouger. C'est dynamique, pardon. Dynamique, ouais. Il y a cet aspect-là, et Drieux en parle. Et puis tout d'un coup, il dit bien, mais en fait, non, le vrai truc qui fait que il y a un rejet total, et c'est pareil pour les 3 personnes, la fille et les 2 parents, c'est le critère physique, c'est le substantiel, c'est la substance Gustave Ganche qui est sexuellement repoussant. Donc le sperme de Gustave Ganche Ouais, ne doit pas souiller notre fille. c'est terrible. Voilà, là on en arrive à des délires. Alors qu'il dit bien, c'est le côté franc-maçon, le côté laïcard, le côté anticlérical, le côté. Non, 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 non. À la fin, il dit bien, ce qui le déplaisait le plus à tous les 3, c'est le critère physique. Et la dernière phrase, elle est terrible. Sexuellement, Ils auraient eu auraient honte de lui. Alors, Et donc, c'est pas honte, pas une question de grâce sociale, c'est sexuellement. C'est pas une question sociale. Donc, Drieux déplace la question mondaine, sociale, politique, au sexuel. finissons. Donc ce voilà, passage. non, mais Ouais. du coup, on comprend pourquoi Drieux est travaillé par le fascisme, en fait. Ouais. C'est ce que tu disais, on Voilà. passe du relationnel en fait. Voilà, au et substantiel. Ouais. cette espèce d'obsession du fascisme, du nazisme et ce genre de courant politique réactionnaire et agressif, c'est qu'il y a une régression du relationnel au substantiel. Voilà. Alors, sexuellement, Camille leur plaisait à tous les 3, donc le mari. Enfin, il va falloir lui parler, le pauvre, il attend. Jamais je ne l'épouserai. Mais regarde tout ce qu'il a fait pour toi, dit mollement Madame Lignol. Il le fait par intérêt. Oui, mais il le fait. Et puis je ne veux pas que tu dises ça. Il est bon, vraiment. Oui, mais il m'agace. Pierre Drieux-La Rochelle, rêveuse bourgeoisie. Donc on voit quand même la mère, elle voit quand même. Elle entrevoit quand même qu'il y a quelque chose de. Il y a Une ouverture, quoi. Bien Ouais. sûr, mais malgré tout, non. Ce qui l'emporte, c'est il m'agace, il me fait honte, il me fait pas rêver, il me fait pas bander. Pour inverser, parce que souvent on dit ça, c'est les hommes qui disent ça Ouais. il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Et même plutôt, il me donne envie de fuir. Ouais. C'est terrible. Alors qu'elle explique bien qu'il est bon, il est généreux. Oui, il la est- mère lui Voilà. dit à sa Mais, fille. Ouais. voilà. Mais même malgré elle le dit un peu malgré elle, parce qu'on dit bien, voilà, à tous les trois, le critère physique faisait qu'ils avaient Fait un que- mouvement de recul par rapport à Gustave. Donc finalement, au final, c'est Camille le Planel qui va l'emporter. Ah ben Camille va rester en couple avec Agnès. Et qui, lui, a droit à une maîtresse, bien sûr. Donc on revient à cette histoire de le mariage est-il l'institution actuellement, et même depuis 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, est-ce que le mariage est le cadre qui permet l'épanouissement de l'amour dans une société de classe? Je repose la question. Et tu fais bien. Tu fais Voilà. bien. Donc Laurent, finalement, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces passages? Voilà. Quelle est l'idée principale à retenir, ou même les idées principales à bien garder en tête par rapport à cette vidéo du Laidron dans la littérature? Ce que j'aimerais apporter, en tout cas, c'est une contribution, un début de réponse, c'est des éléments de réponse. On va rester humble. C'est que, à mon avis, si on veut faire une réponse satisfaisante à la question du jugement esthétique, si on le fait en dehors de l'histoire, si on le fait en dehors des rapports de classe, Ouais. eh ben on est en train de mystifier les gens. D'accord. Donc il faut introduire la lutte des classes en fait. Voilà, alors si on ne parle pas un petit peu d'économie, si on ne parle pas de la question de la richesse, si on ne parle pas de la question de qui est propriétaire des moyens de production, des mots un peu grossiers hein, pour certains, mais si on ne veut pas se raconter d'histoire, eh ben, il faut introduire l'histoire, justement.
Donc voilà. Donc, parce que voilà, on voit bien, c'est compliqué. La question du mariage, la question du couple, la question de pourquoi je suis attiré par quelqu'un, elle est traversée par l'histoire de la lutte des classes, hein, et par les rapports de classe. Je pense qu'on Ah bah on a fait la là démonstration quand oui, oui, même. complètement. Là, du moins, on l'a illustré à travers des Voilà. passages. Ouais, tout à fait. Et bon voilà, alors on va finir sur un texte de Marx qui parle aussi de la laideur. Ah bah, je t'en prie. Là, On va juste pour montrer que, voilà, là on a parlé des romanciers, donc on a parlé de Balzac, de Dostoïevski, d'Aragon et de Drieux-La Rochelle. On peut s'élever au concept avec Marx, qui lui aussi parle de la laideur, hein. Donc on est parti. je t'écoute, Laurent. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme, donc je ne suis pas laid. Car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est annulé par l'argent. De par mon individualité, je suis perclus, mais l'argent me procure 24 jambes. Je ne suis donc pas perclus. Je suis méchant, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur. L'argent est le bien suprême, donc son possesseur est bon. L'argent m'évite en outre d'être malhonnête, et l'on me présume honnête. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toute chose. Comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit? De plus, il peut s'acheter les gens spirituels, et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit, n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit? Moi, qui par l'argent peux avoir tout ce qui désire, tout ce que désire un cœur humain, ne suis-je pas en possession de tous les pouvoirs humains? Mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire? Donc ça, c'est extrait des manuscrits de 44 de Karl Marx. Donc c'est le jeune Marx. Alors, donc pourquoi je parle de cet extrait-là de Marx, du jeune Marx? C'est parce on a parlé du laidron. Et on parle, en fait, Marx part de la laideur, et il dit qu'en fait, grâce à l'argent, en fait, quelque part, je peux renverser un petit peu les pronostics et dire, en fait, non, vous savez quoi? Je suis peut-être laid, je suis peut-être repoussant, mais grâce à l'argent, tout le monde me vénère. Et cette vision-là, donc ça, c'est une vision qu'on retrouve aussi dans les romans, et qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Wagner, hein. Il y a aussi ça avec l'anneau du Nibelung, la question de l'or. Grâce à l'or, je vais pouvoir m'acheter une certaine respectabilité, je vais pouvoir m'établir dans l'échelle sociale. Il faut faire attention quand même avec cette manière de présenter le problème, c'est qu'il faut quand même creuser cette manière de se représenter le problème. Et il faut, à mon avis, faire attention à ne pas tomber dans le piège de se dire c'est l'argent le problème, et de fixer l'argent comme une substance maléfique comme ça qui serait au-dessus des hommes, et qui viendrait corrompre le cœur des hommes. Qui serait représentatif de Satan, quoi. Voilà. Ouais. En fait, il y a une phrase dans l'Évangile qui dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu ou Mammon. C'est Dieu ou Mammon. Et Mammon, c'est l'argent, la richesse matérielle. Ouais. Voilà. Et c'est un peu ça, en fait. C'est qu'il y a un côté comme ça, on utilise un bouc émissaire. En fait, on extériorise une substance qui est hors de nous, et on dit le problème, c'est lui, c'est l'argent. Et il y a un peu ça aussi donc dans les romans ou chez Wagner, où il y a un côté, c'est l'or qui corrompt les hommes. Et en fait, alors que je pense que le problème, il vient de nous-mêmes, hein. C'est le sujet collectif, c'est nous-mêmes. C'est le vrai problème vient de notre rapport à notre rapport aux autres, et dans la manière de comment fonctionne nos propres sociétés, en fait. Et donc, si on veut quitter un petit peu on va dire si on veut creuser cette question-là du problème de l'argent d'un point de vue plus rationnel, il y a ce passage de Kouskar qui est intéressant, qui permet de creuser cette question-là de manière en quittant un petit peu on va dire l'ordre symbolique, et en s'emparant de la situation concrète, en fait. Très bien, je t'en prie, Laurent. Ouais.
Notre démarche est l'inverse de l'interprétation générale. Au commencement, il y aurait l'innocence, ensuite corrompue par l'argent. Au contraire, le flux monétaire permet d'écarter la guerre exterminatrice, celle de la conquête de la chair et de la mise en esclavage. On ne tue pas, on ne tue plus pour consommer la chair fraîche, on l'achète. Celle-ci perd son pouvoir sauvage, incontrôlable, guerrier. Donc là, on est en train de basculer du tribal aux sociétés, à la cité antique en fait. Par exemple, on a le modèle grec avec les différentes cités. Et là, Kluskar est en train d'expliquer que avant la cité grecque, avant les cités antiques, on avait un mode de fonctionnement tribal où bien souvent on s'entretuait quand on n'appartenait pas à la même tribu. Et une fois qu'une tribu prenait l'ascendant sur l'autre, eh ben, on massacrait la tribu qui était vaincue en fait. D'accord. Et en fait, il y a un saut qualitatif qui est opéré avec l'Antiquité, notamment grecque, c'est que maintenant, on ne pense plus à exterminer l'autre. On se dit maintenant, on va peut-être mettre en esclavage l'autre. D'accord. Ouais. Donc on maintient en vie le vaincu, mais c'est pour l'intégrer dans un mode de fonctionnement, dans un mode de production économique qui se base sur l'esclavage et qui va permettre bien des choses, de mettre en place la civilisation grecque notamment. Et donc voilà, Kluskar est en train de restituer cette séquence historique en fait. Il est en train d'expliquer qu'en fait, le fait d'arriver de plus en plus vers l'argent, et on va dire le règne, le triomphe de l'argent, succède à une période quand même où c'était l'extermination et la guerre en fait. Donc je répète ce qu'il vient de dire. On ne tue plus pour consommer la chair fraîche, on l'achète. Celle-ci perd son pouvoir sauvage, incontrôlable, guerrier. Avant l'argent en fait, c'était le glaive, c'était l'égorgement, c'était l'extermination. Donc je reviens à Marc qui dit il y a un côté factice, il y a un côté mensonger, il y a un côté manipulateur, il y a un côté faux, complètement faux quand on a beaucoup d'argent. On peut complètement changer comment dire, le jugement des uns et des autres parce qu'on est riche. Mais il faut bien comprendre qu'avant, c'était le règne du plus fort. C'était pas forcément mieux. Enfin voilà, bon, je continue le propos de Kluskar. Autre fabuleux paradoxe, d'une portée incalculable, l'argent libère du péché. La marchandise le prend en charge avec le prostitutionnel. Ce n'est plus la relation du bien et du mal, donc là c'est le sacré, c'est le religieux, le bien et le mal, la question de la morale, mais celle de la mercantilisation qui en même temps exclut et inclut, désigne l'interdit et le réintègre. Alors la cité est possible, la cité antique. Donc voilà, là on est passé à la cité antique, on est passé du tribal qui résolvait les problèmes par l'extermination de l'autre. Là on accède à la cité antique et on accède à la marchandise. Celle de la genèse de la marchandise. Elle est conquise sur le sacré, comme désacralisation du paganisme et du monothéisme. La marchandise est le principe laïque acquis par l'équilibre de deux marchés, comme équilibre social, de la conscience et de l'inconscient. Le client libère le pêcheur et aliène le citoyen. Ce qui était interdit sort par la porte pour rentrer par la fenêtre. Le pouvoir de payer et la liberté d'acheter. C'est la formule du marchand, celle déjà du libéralisme. Mais c'est surtout dépénalisation. Le client se rachète en dédommageant la victime morale. C'est comme un impôt sur la marchandise qui donne droit à la consommation. C'est le rachat par l'impôt. On passe du sacrificiel à l'imposition, de la culpabilité religieuse selon Max Weber au positivisme humaniste d'Adam Smith. Michel Kluskar, refondation progressiste. Donc, juste, pourquoi. Alors, c'est dense. C'est dense. Bien sûr, on pourra y revenir. Voilà, on verra si on reviendra. On pourra revenir sur ce passage-là. Mais c'est juste pour expliquer que
il ne suffit pas de gémir devant la société capitaliste et le triomphe de l'argent. En fait, pourquoi je mets ce passage-là de Kouskar quand même à la fin, c'est pour expliquer que oui, à cause de l'argent, euh, la relation homme-homme, je reviens à ce qu'on disait, ce que j'avais dit à La la dernière vidéo, fois, ouais, tout voilà, à fait. la relation homme-homme, elle est biaisée, elle est corrompue, elle est faussée par l'argent. C'est vrai. Mais de là à oublier que l'argent quand même, le triomphe de l'argent et ce levier qui est l'argent, qui est la nouvelle puissance sociale qui a succédé à un autre levier social qui était le glaive, qui était l'épée précédemment. Il faut pas oublier. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas être amnésique, il ne faut pas oublier qu'avant, les choses se réglaient par le glaive et par l'épée, Par la mort. Ouais. par les gorges, voilà, par la mort. Et qu'avant, il y avait des problèmes, des conflits tribaux qui se réglaient voilà, par l'extermination, pure et simple. Et que certes, il y a eu l'esclavage, puis le servage, et qu'il y a eu. C'était pas rose, c'était pas beau, mais que on va dire, le chemin qu'a fait la marchandise au cours de l'histoire a permis quand même de pacifier un minimum la société et les relations humaines et la cité en fait. Faut pas oublier ça, c'est ça que je veux dire. Mais C'est il y a que, eu exploitation ensuite. bien sûr, Ouais, voilà, tout à fait. bien sûr, et il faut bien expliquer ça aussi, c'est que on a arrivé à faire cette société qui est la nôtre aujourd'hui au nom de l'exploitation aussi, voilà. Mais parce que en fait le problème de pourquoi je fais cette petite digression à partir de la critique de l'argent par Marx, par le jeune Marx, et pourquoi j'en reviens à cette petite extrait de Cousser, c'est que certains ont tendance à vouloir dire avant c'était mieux. Oui, Avant, c'était mieux avant. Ouais. voilà, c'était plus authentique, c'était. Et il y a un côté, un retour au médiéval, au féodal. Et en fait, non, si vous regardez bien, avant cette période-là, c'était l'égorgement, c'était le pillage, et c'était le glaive. Et attention, se dire que l'argent, c'est le diable, c'est Satan. Et ce côté aussi, on se dit, mais le problème est extérieur à nous, c'est un piège, à mon avis. À mon avis, il faut se responsabiliser en tant que sujet agissant nous tous et en tant que sujet collectif. C'est-à-dire que le problème, il est en nous. Et le problème, il vient de notre relation à l'autre. Dans notre cité-là, comment on se comporte les uns avec les autres et comment on organise les rapports sociaux. Et il ne suffit pas de dire c'est l'argent le problème. Cette substance maléfique qui serait au-dessus des rapports sociaux. Non, 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 non. Oui, notre système a aussi. Voilà, l'argent est un média, est un moyen terme entre les hommes. Et il ne suffit pas de dire c'est l'argent le problème. Non, non, c'est dans notre manière de se comporter les uns avec les autres qu'il y a un problème en fait. C'est nous en tant que sujet collectif qui avons un problème avec nous-mêmes. Mais on aura le temps Donc voilà, c'est un peu dense, mais de rentrer dans le détail de voilà. toutes ces questions à l'avenir, à la suite de futures vidéos. Alors après, je peux, juste pour mettre un peu de poésie, je vais mettre un petit passage d'Aragon pour revenir à cette histoire de argent, lutte des classes, libido, mariage, désir, société inégalitaire, société de classe. Et cette tendance à vouloir se dire, mais attends, il y a l'amour qui serait préservé de l'argent, et qu'est-ce qui se passe quand l'argent vient se mélanger à l'amour? C'est ça. Il y a, on Il est y a des frictions. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben, Bah, je t'en prie, Laurent. voilà, il y a des passages d'Aragon cette fois, c'est pas Aurélien, c'est les Beaux Quartiers. Juste, c'est des passages qui devraient évoquer des choses. Il gémit, il venait de penser à Carlotta. Quelle étrange chose, il l'avait oubliée au réveil. Il ne s'était réveillé à elle que maintenant, et pour se souvenir. Comme il s'était quitté hier soir, il se disait qu'avec des fleurs, et si les fleurs n'arrangeaient rien, parce qu'en fait ils se sont disputés. Sa peur fut si grande qu'il mesura son amour. Carlotta, ma vie. De quoi tout cela était-il parti? Un mot sur ce qu'est Nell. Carlotta, en fait,
est marié. En fait, Carlotta, c'est la maîtresse et même la future épouse de Quesnel, qui est un grand financier. Et Edmond, là, en fait, c'est Edmond qui est en train de parler, là, qui est en train de divaguer. Il est jaloux parce qu'en fait, Carlotta... Là, on inverse, tu vois. On avait Lucien qui était amoureux d'Esther et qui convoitait Clotilde. Là, cette fois, c'est Carlotta est avec Quesnel parce que Quesnel a le portefeuille. Mais elle est amoureuse d'Edmond. Et Edmond, c'est un petit bourgeois, mais il est fauché, quoi. Il fait des études de médecine, mais il n'est pas encore établi. Il n'a pas de quoi... elle a un train de vie que lui ne peut pas tenir, quoi. Donc voilà, c'est là qu'on voit aussi, hein, voilà, des fois on dit que c'est la femme, après ça s'inverse, hein, le laidron est aussi homme. Hein, voilà, et là de la oui, même manière, tout cette à fois fait. c'est la femme qui est prise entre deux hommes. Carlotta est prise entre Quesnel, qui est donc qui a le portefeuille, qui est vieux, qui est bien établi, et puis le petit Edmond, jeune étudiant en médecine. Donc je reviens à ça. Donc lui, le Edmond, qui est jeune étudiant en médecine, il est en... Comment dire, il est frustré par rapport à Quesnel. Et quand, dans leur conversation, Quesnel arrive sur la table, il se vexe. Il est mal à l'aise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la dispute. Il y a eu une dispute. Et donc, du coup, il ressasse. Donc, je reviens. De quoi tout cela était-il parti? Un mot sur ce Quesnel. Nom de Dieu. Nom de Dieu de nom de Dieu. Le trouverait-on toujours dans les pattes, celui-là? Donc là, tu vois, il commence à se dire, il m'énerve, celui-là, il m'agace. Comment s'en débarrasser? Il aurait fallu de l'argent. De l'argent, de l'argent, et toujours de l'argent. Le monde est ignoble. Il n'y a pas un sentiment qui ne soit maculé par l'argent. Pourtant, l'amour aurait dû être au-dessus de ça. L'amour, maintenant, dans ses pensées secrètes, Edmond reconnaissait la place de l'amour. Il ne l'avait nié auparavant que par une sorte de défense, parce qu'il n'avait jamais rencontré l'amour, qu'il en avait peur même. Il était là, plein, entier, l'amour. Fallait-il que l'amour fût mêlé à toutes ces saletés? Voilà, on revient toujours à cette substance maléfique, l'argent, l'argent. Allons bon, il ne s'agissait pas non plus d'être godiche, parce qu'on était amoureux, mettre toutes les chances de son côté. L'argent. Comment faire pour trouver de l'argent? 50 francs. Il s'agissait bien de 50 francs. L'argent, tout l'argent du monde. L'osmose se refaisait dans une lumière d'argent. Edmond repassait par l'argent dans les songes, l'amour. Donc on voit bien, voilà, il y a ce problème. Tant qu'on est dans une société où il faut essayer de se faire une place, où il faut essayer d'avoir une certaine sécurité financière, ben on est tiraillé entre comment faire, quoi. Parce qu'en même temps, il faut avoir de l'argent et en même temps, on est attiré par une femme. Et on veut avoir un certain prestige et être, mériter le fait que, on veut l'attirer, cette femme. La séduire. Voilà. Bien sûr, ouais. Et comment on fait quand on n'a pas d'argent? Tu vois? Et voilà. Et là, tu se poses tous ces problèmes-là. Des questions concrètes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, et ça continue, hein. Il passa par tout un long rêve entrecoupé d'inquiétude et de folie où l'amour tenait la première place. L'amour comme chez les poètes. L'amour tyrannique et souverain, au-dessus de toutes les contingences. Des morales périmées, des préjugés bourgeois. Voilà, on aimerait mettre... Voilà, de la même manière qu'on aimerait dire que l'argent c'est sale, on aimerait dire l'amour c'est propre, c'est la pureté. Et là on revient aussi à ce qu'on disait la première fois quand Raoul Nathan dit « La comtesse, elle est pure, elle est belle ». On aimerait se dire que la comtesse, elle est hors des rapports sociaux, de l'exploitation. Et en fait, c'est ça c'est pour ça que je reviens, pourquoi j'ai mis le passage de Kluskar après le passage de Marx. C'était pour expliquer que on a tendance à vouloir se dire que l'amour est magnifique. Et voilà, est magnifique, est maintenu pur. Et puis il y a l'argent qui serait profondément sale et dont il faut se détourner. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même lui-même, voilà, et Edmond, il s'en rend compte. Mais il y a toujours cette tentation de vouloir se dire, l'amour devrait être au-dessus de tout ça, normalement. Et il est tiraillé. Et ça continue. Là, il est en train de réviser. Il est en plein dans ses révisions pour son examen en médecine. Hein.
Après un essai pour se remettre à l'anatomie, il repoussa ses livres et se prit la tête dans les mains. Qu'est-ce qui lui arrivait donc dans la vie en général? Il n'était pas un rêveur, il voulait manger tous les jours et avoir la paix. Il s'était jeté dans la médecine, et puis maintenant, il laissait tout partir à volo. À quoi tout cela le mènerait-il? Carlotta. Il était possédé par elle. Rien ne le touchait plus qui n'était pas Carlotta. Et en même temps, il se sentait pris d'une fièvre de frayeur. Sans argent, il allait la perdre. Des diamants dansaient dans sa tête et une confuse peur de l'avenir. Donc, il y a toujours ce mouvement de se dire l'amour est au-dessus de tout, mais en même temps, il y a toujours ce retour de l'argent, l'argent, Du l'argent. concret, oui. Ah, voilà, on est rattrapé. Et lui, il est en train de faire ses études, il est en train de faire ses examens, il est en train de se dire, ouais, mais il n'empêche que Carlotta, mais si je ne suis pas capable de mener son train de vie à Carlotta, ben je ne peux pas tenir la concurrence face à Quesnel. C'est terrible, hein? Merci beaucoup Laurent pour tous tes apports. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Prochaine vidéo, on peut annoncer le prochain sujet, c'est une analyse du personnage d'Emma Bovary. Je pense qu'on aura beaucoup à dire sur ce sujet, de ce personnage de Gustave Flaubert. Laurent, porte-toi bien. Bah, toi aussi, hein. Téléspectateurs, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Ciao!